fait 30 000 euros en 2 mois. J'avais 17 ans. Ce qui n'a pas marché, en fait, c'était des tours. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai découvert en creusant un sujet qui obsède beaucoup d'entrepreneurs. Comprendre enfin ce qu'il se passe vraiment sur leur site. Tu vends à ton client, tu vends pas vraiment de la data, mais tu vends aussi qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce qu'on va vous apporter. Pas juste voir du trafic, pas juste ouvrir un dashboard compliqué, mais savoir d'où viennent les visiteurs, ce qu'ils regardent, où ils bloquent et ce qui leur génère vraiment du revenu. Il faut voir pas la perte, mais le ROI en fait que ça va t'apporter. Il est très jeune, il a commencé un premier projet avec son frère Skillies, C'était pas facile, hein. On a mis les parents un peu sur le fait accompli. On leur a dit bon bah on arrête les cours. puis il a pris une décision que peu de fondateurs savent prendre, arrêter son propre projet pour rejoindre une opportunité plus grande. La scalabilité en salarial est très très faible. Avec son frère Mathias, il rejoint l'écosystème Tapit aux côtés de Tilian Khalifa et commence à construire Radar, une alternative à Google Analytics. Pensé pour les SaaS, les agences et les e-commerçants et tous ceux qui veulent arrêter de naviguer à l'aveugle. Toute liberté sur tous les moves qu'on va faire. Ce qui est intéressant chez lui, c'est pas que le produit, mais c'est surtout la vitesse. En quelques mois, il passe d'un projet abandonné à un SaaS qui génère ses premiers MRR, documente tout sur LinkedIn, à une acquisition de dingue avec des lead magnets et avec une ambition très claire, faire de Radar un outil de conversion et pas juste un outil d'analytics. T'es toujours pas assez compétent pour ta boîte, t'es toujours en retard. Ta boîte prend toujours de l'avance sur toi. On va parler de son parcours, de son frère, de Skillies, des risques qu'il a pris, de Tapit, de Radar, En fait, les marketplaces aujourd'hui, c'est les business les plus exigeants, les plus durs, vraiment les plus durs. mais aussi de ce que ça fait de s'attaquer à un géant comme Google Analytics. Là, on va essayer de taper déjà 100K de MRR en. Grégoire Chaplon, bienvenue. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. Super présentation en tout cas, c'est on va dire dans la globalité tout ce que je fais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et hâte de partager des insights un peu sur ce qu'on a fait, quoi. Bon, ça va, les informations étaient bonnes? Ouais, franchement, bah, dans sa globalité, c'est sûr que. Alors, Skilly, c'est pas mon premier projet, mais je t'en parlerai juste après. C'est pas le premier projet, mais oui, c'est le plus gros projet en tout cas qu'on a réalisé. Mais dans sa globalité, franchement, même la présentation de l'outil, c'est ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et c'est ce qu'on a envie de démontrer aussi par rapport à notre création de contenu. Donc, c'est à peu près ça. Ouais. J'ai connu il y a 10 minutes. Moi, je te suis depuis assez longtemps sur LinkedIn, sur Instagram. Et pour les gens qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, qui tu es, d'où tu viens et comment tu arrives dans l'entrepreneuriat? Ok. Alors, je m'appelle Grégoire Chaplon. Du coup, ça fait maintenant 3 à 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé très très jeune. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai actuellement 20 ans. Enfin, Ok. je vais être sur mes 20 ans, hein. J'ai pas encore 20 ans, j'ai 19 ans. Je vais avoir 20 ans. Alors, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec un petit projet d'e-commerce, un peu comme tout le monde. On voyait le Ok. dropshipping. J'ai toujours voulu tenter des choses dans ma vie, que ce soit tenter de l'entrepreneuriat. Quand j'étais au lycée, en fait, j'ai eu un parcours assez particulier parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dans ma vie, donc pas Ok. beaucoup été en cours sur l'aspect un peu plus personnel, mais bon, je vais pas trop rentrer non plus trop dans les détails, mais j'ai pas fait le collège en fait, j'ai fait très peu de collège, j'ai fait 1 année de collège, du coup, ce qui Ok. m'a fait que j'ai toujours lancé des choses, j'avais lancé une première association quand j'avais 13 ans, Ah oui. en fait, qui permettait de faire des coupes Fortnite, un peu des cups Fortnite, bref, un peu le truc du gamer, mais je gérais en fait un serveur Discord de 3000 personnes, Ok. et en fait, je lançais des cups Fortnite qui étaient rémunérés à 50 euros le ticket. Et à chaque fois, il y avait un cash prize à la clé. Et du coup, j'avais déjà fait un peu d'argent là-dessus. Après, je me suis pensé vers le e-commerce. Pareil, j'étais associé à un ami à moi où on avait fait un petit peu d'argent. Et c'était un peu le syndrome de l'objet brillant que j'avais aujourd'hui et que je pense que pas mal de gens ont eu au départ. Et j'ai beaucoup appris en vrai sur des aspects de SEO, de market aussi, Ok. parce qu'on touche à énormément de choses aussi sur le e-commerce. Ça soit aussi des strates de mailing. Donc, c'est un peu mes débuts. Et en fait, mon frère, lui, il était handballeur professionnel. Et un Ok. peu la transition un peu sur comment on s'est retrouvé, c'est que il était handballeur professionnel et moi, j'avais lancé un espèce de PDF, tu vois, sur TikTok. Et Ok. un truc de PDF Make Money, je sais pas si tu connais, il y a qui avait lancé ça, qui vendait des PDF, je crois que c'est Tugan Barra, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais fait un PDF en fait où je vendais sur TikTok, où je faisais beaucoup de TikTok, etc. Et en fait, j'avais juste repris le concept d'un Américain qui avait fait ça et je l'avais mis sur le marché français. Ça, c'est mon premier vrai business, entre guillemets, Ok. où j'ai fait pas mal de cas. J'avais fait 30 000 euros en 2 mois à peu près. Ah oui. J'avais quoi? J'avais 17 ans. Et en fait, on s'est posé avec mon frère, c'était l'été, on s'est dit, qu'est-ce qui va nous faire gagner de l'argent? Et c'est pour ça qu'on a lancé ça. Comment on fait pour partir en vacances? Là, on n'a pas d'argent pour partir en vacances. Comment on fait pour partir en vacances? Du coup, on a lancé ça, on a charbonne vraiment. Ça, on faisait genre 30 TikTok par jour.
en faceless, sur l'acquisition, mais on faisait vraiment un funnel d'acquisition hyper carré. Bref, on avait vraiment pris ça au sérieux. Ok. On avait mis en place même des appels en fait par rapport aux e-books qu'on faisait directement un book funnel. Ça, c'est vraiment notre premier business. Du coup, on s'est dit, bon, bah, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble parce que mon frère, du coup, il était revenu sur Valence, parce que moi, je viens de Valence. Ok. Principalement, il n'y a pas grand monde hein, sur Valence, c'est à côté de Lyon. Il n'y a vraiment pas grand monde. Et lui, il était à ce moment-là dans les Pyrénées, à Pau. On n'était pas hyper proches à ce moment-là parce Ouais. qu'il a toujours été professionnel en handball. Moi, j'étais de mon côté, il était de son côté. Du coup, on s'est retrouvés parce qu'il a décidé d'arrêter le hand, Ok. d'arrêter sa carrière d'handballeur pro. Et on s'est toujours dit, bon, bah, on était à peu près dans la même DA. Il voulait lancer des projets entrepreneuriaux. Moi, de mon côté, j'en avais déjà lancé. On était à peu près sur la même longueur d'onde. Donc, on se dit, ok, franchement, il y a vraiment un truc à faire. Donc, on charbonne tout l'été. On arrive à faire beaucoup de cash, on profite un peu des vacances, on décide de réinvestir aussi sur nous-mêmes, dans nos compétences, dans, on va dire, de l'accompagnement, de la formation, etc. Et moi, je trouve quand même ça Ok. super important aussi de réinvestir en fait tout ce que tu gagnes, entre guillemets. Je pense du réinvestissement pour justement faire, on va dire, de la croissance verticale. Je trouve ça vraiment bien sur l'aspect personnel ou même dans le business en général. Du coup, on fait ça. Ok. Et on se dit, bon, bah, on était en cours à ce moment-là et ça ralentissait. En fait, tout ce qu'on mettait en place, ça ralentissait. On s'est dit, bon, bah, on arrête les cours d'un coup. On a mis les... Bon, c'était pas facile, hein. On a mis les parents un peu sur le fait accompli. On leur a dit, bon, bah, on arrête les cours. Du coup, on a arrêté les cours tous les deux après 2 mois de cours. Et on a lancé Skillies. C'est à ce moment-là qu'on a lancé Skillies. 9 mois de galère. Bon, je pourrais en parler un peu plus en détail après. 9 mois de galère, très, 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 très compliqué. Mais ça nous a permis aussi de grandir ensemble et c'est pas facile hein, de travailler avec son frère. Il y a une question d'ego et c'est vraiment pas facile. Il y a toujours ce petit truc. Et après, bah, il y a Kylian qui nous a envoyé un message, ce qui a fait qu'on a saisi l'opportunité. On laissait beaucoup de choses de côté, bien évidemment. Et aujourd'hui, bah, moi, je suis actuellement gross, slash marketeur aussi sales. Ce qui fait que voilà, je gère toute cette partie et Mathias est plus sur la partie product où il va gérer les équipes produits comme des product owners ou comme il va gérer aussi des développeurs. Parce qu'aujourd'hui, on est à peu près dans tout l'écosystème Ok. Tapit, on est une vingtaine, quoi. Ok. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Kylian Khalifa, du coup, c'est le fondateur de Tapit. Au début, c'était juste des redirections de liens qui étaient du coup sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça devient vraiment un SaaS d'analytics un peu plus poussé de plus en plus. Et du coup, si je comprends bien, c'est qu'il développe des branches en plus, comme aujourd'hui Radar et d'autres. Oui, bien sûr, c'est ça. En fait, on est en train de faire un truc et le concept de Kian, c'est de faire un écosystème autour de la conversion en ligne. C'est-à-dire qu'on a sorti Aujourd'hui, en fait, c'était plus sur des deep links, mais maintenant, les deep links, ça permet de voir aussi ce qui convertit. On a sorti la Ouais. feature conversion, ce qui permet en fait de voir un peu et de suivre. Par exemple, quand je vais faire un post LinkedIn, je vais mettre un lien Tapit. Maintenant, je peux voir combien ce post m'a rapporté en termes d'argent maintenant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on est plus basé sur la conversion. Et là, on est en train de sortir. Il y a quoi? Il y a 2 produits qui vont arriver. Après, j'ai pas vraiment tous les insights dessus, mais oui, il y a 2 produits qui vont sortir en supplément, mais autour de la conversion en ligne également, quoi. Ok. Bon, après, je pense que pas mal de gens connaissent Tapit de plus en plus. Bah, nous, on l'utilise personnellement, mais je vois tout le monde l'utiliser. Ça fait pas mal de bruit. Mais avant, du coup, tout ça, quand tu es rentré dans l'entrepreneuriat, c'est par quel biais? C'est quelqu'un? C'est ton frère? C'est une Alors, vidéo? ouais, c'est assez compliqué de palper un peu cette information. C'est sûr que même moi, je pourrais pas te dire. C'est Ok. venu un peu comme ça. Bien évidemment, il y a le facteur réseaux sociaux. Comment Ok. devenir riche? Bon, facteur réseaux sociaux, un peu la liberté. Et j'ai toujours, enfin, je traînais avec des personnes qui n'étaient pas du tout dans ça. Ok. Qui n'étaient pas du tout dans ce domaine et j'ai essayé de les mettre dans ce domaine justement. Bon, ça n'a pas marché, faut Ok. essayer de sauver tout le monde. Mais ouais, c'est parti d'une vidéo où j'ai regardé le classique, hein, le Yomi Denzel, des Yomi Denzel. J'ai fait pas mal de webinaires, c'est les challenges qu'il faisait avant pour vendre sa format. Je suis jamais passé à l'action parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les fonds, mais je m'intéressais de plus en plus. Et c'est comme ça que je me suis mis direct dans l'e-com. J'ai all-in. Et voilà, après, c'est vraiment les vidéos des réseaux sociaux aussi. Je pense qu'il y a aussi ce facteur où tu es jeune et ça peut te matrixer vite le cerveau. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui tombent dans des business un peu d'OFM, etc. Parce que Hmm. on va dire le cerveau est un peu comme ça, le syndrome de l'objet brillant et de voir les opportunités à droite à gauche. Mais c'est un peu comme ça, en fait, je suis tombé dans l'entrepreneuriat indirectement, quoi. Ok. Et tu as pas mal parlé de formation. C'est quoi ton rapport avec les formations? J'ai l'impression que t'en achètes pas mal. Ouais, ouais, ouais.
Bah, nous, on a beaucoup investi sur nous. En vrai, on Ok. quantifie ça à peu près, je sais pas, on a investi peut-être 50K sur nous à peu près. Je pense que je trouve ça important d'investir sur nous. Moi, je trouve que la formation, en fait, aujourd'hui, c'est, par exemple, j'ai un objectif de faire 100K de MRR en 5 mois. Je sais que tout seul, je vais pas y arriver, mais par contre, si je prends un mec qui a déjà fait 100K de MRR ou qui a fait plusieurs millions de MRR, il va me donner un raccourci pour y aller. En fait, c'est à Ouais. quel point tu as envie de perdre du temps et de l'argent aussi sur les actions que tu es en train de mettre aujourd'hui et à quel point tu as envie d'avoir la bonne information et d'exécuter les bonnes informations, les bonnes inputs pour te sortir les bons outputs. Et Ok. je pense que c'est le plus important aujourd'hui d'investir sur soi pour gagner du temps. Je sais que même le move, le fait de partir avec Kylian, on a laissé un investissement de 25K qu'on avait fait sur Skillies, mais au final, ça nous fait gagner des années de vie. Kylian, c'est une personne qui nous a appris beaucoup de choses. On est dans un bon écosystème aussi, dans le sens où notre CMO, on a actuellement un CMO qui avait déjà exit son SaaS, qui s'appelle Louis, Ok. qui nous apprend beaucoup de choses également. En fait, c'est des gens qui nous font gagner 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans de notre vie, en fait, et ça se valorise pas, tu vois. Je pense que le temps, c'est la chose la plus précieuse dans notre vie. Si tu as les ressources aujourd'hui d'investir sur toi, fais-le, ça va te faire gagner des années de ta vie. Et comment tu valorises ton temps au final? C'est ça, en fait, Ok. c'est la question. Ouais, c'est d'avoir un regard extérieur sur tout ce que tu mets en place, ça c'est très important. C'est vrai que nous, on l'a fait il n'y a pas si longtemps. Au début, on était un peu pas fermé à ça, mais on n'avait pas forcément la trésorerie, etc. Et ça fait 3 4 mois qu'on a commencé à prendre des gros accompagnements. Ouais, t'as Mais ouais, raison. c'est toujours. En fait, t'as l'impression d'aller dans le droit chemin et pfft, après Ouais. une petite phrase, un petit choc et hop, tu pivotes. Ouais, Du coup, vous avez toujours un accompagnement, enfin, une formation ouais, tout le temps, quoi. bah ouais, en fait, ouais, ça change tout. En fait, nous, on paye souvent des calls de consulting avec des gros mecs. Genre là, on est en train d'essayer de prendre un call avec. On est en train de voir là, je pense dans les semaines à venir, on va prendre un call avec Smile de iClose. Ok. Et tu vois, son call de consulting, bah, je peux dire le prix, genre c'est 2K le call, tu vois. Et ça reste un investissement. Et il Hmm. faut voir pas la perte, mais le ROI en fait que ça va t'apporter. Peut-être que ça va m'apporter genre 2 mois et enfin beaucoup plus que 2K, tu vois. Et Ok. ça se valorise pas. Enfin, moi je trouve que ça n'a pas de prix. Après, bien évidemment, c'est cher par rapport à qui, à quoi. Enfin, c'est encore ça, c'est une autre question. Mais voilà, après, moi je trouve qu'en France, entre guillemets, on n'a pas trop cette mentalité d'investissement. Ouais. On valorise plus la perte que l'investissement dans sa globalité. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Et, et en fait, j'ai vu beaucoup de potes à moi, des personnes, des entrepreneurs qui ont fait des calls avec des gens pour se faire accompagner. Et ils me disaient, ouais, j'ai le temps, je vais le faire tout seul, etc. Mais pareil, genre, les gens, ils te disent, pareil, j'ai le temps, je vais attendre de finir mes études, je vais attendre X, Y, Z. Mais par contre, je vais être entrepreneur. Mais par contre, je mets rien pour mettre. Enfin, je fais Ouais. tout pour avoir la vie que j'ai pas envie. Mais genre, j'ai envie d'être entrepreneur. Mais tu seras pas entrepreneur. Tu vas avoir la vie que t'as pas envie, tu vois. Et c'est pour ça que, genre, ça, c'est les gens qui s'auto-sabotent. Et je trouve ça super important. Et je pense que tu as fait un good move de te faire accompagner. Même si, au final, je sais pas, tu peut-être pas gagné, peut-être pas fait un ROI. Mais tu as quand même un levier, en fait, où ça t'a fait des switches mentaux. Je sais pas. Mais ça t'a forcément débloqué quelque chose par rapport même au rapport à l'investissement dans sa globalité, tu vois. Ouais, clairement. Bah, je suis très d'accord avec toi sur ce sujet. Pour revenir un peu, tu as dit quelque chose tout à l'heure durant l'intro sur ton frère avec de l'ego, etc. C'est quoi un peu la dynamique entre vous deux d'entreprendre Ouais, entre frères? Nous, c'est vrai qu'on est meilleurs potes, donc on a monté l'agence, donc ça doit se ressembler un petit peu sur certains ouais. points. Mais voilà, c'est quoi la dynamique entre vous deux, entre toi et Bah, Mathias, du coup? bah alors en fait, il y avait plusieurs phases, pour t'expliquer un peu Ok. pour remettre un peu dans le contexte, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où full ego, on faisait tout à deux. Donc en fait tu perds du temps parce que tu développes pas des zones de génie, tu es toujours dans la confrontation de savoir qui a raison, qui a fait les good moves. En plus de ça, bah, nous enfin, on était factuellement jeunes. Moi à ce moment-là j'avais 18 ans quand on a Ouais. commencé, ouais, même 17 ans. Donc c'est quand même de l'ego entre frères en plus de ça qui a les meilleures idées, Bref, ça c'était vraiment compliqué à ce moment-là. Ça a pris pas mal de temps quand même de faire des choses à deux et on s'est dit, bon, c'est plus possible, on peut pas mettre de l'énergie tous les deux à réfléchir sur la même thématique et après bah, être en désaccord, ouais, mais non, ça c'est mieux, ça c'est pas mieux que ça. Ça c'est le pire move. Même si vous avez un associé et que vous avez un associé, faites jamais la même chose parce que bah, au final le ROI il est vraiment pas bon, surtout sur le rapport temps, bref. Et en fait aujourd'hui on se parle pas du tout. Genre, Ok. on se parle très peu en tout cas. À part bien évidemment quand on rentre parce qu'on a un appart ensemble. Ouais. Mais on se parle très très peu la journée parce que chacun gère son truc. En fait, on se fixe. Il faut savoir que nous,
on est enfin, pas des exécutants, mais on a une vitesse d'exécution qui est très rapide. Et Ouais. toutes les semaines, on teste des principes. On a en fait un process qui est on teste des principes, on teste des choses parce qu'on est une startup, on doit aller vite. Et en Ok. fait, chaque semaine, on a enfin, des OKR, si tu veux. Ok. Des OKR qui permet de définir un peu des objectifs de la semaine, si tu veux. Et en fait, on se fixe, moi je gère la partie growth, sales, j'ai Ok. mes objectifs de chiffres, etc. Comme un sales qui était dans une boîte en fait en globalité, j'ai des objectifs aussi de créativité au niveau des funnels, de création de contenu, etc. Je fais mon job, ok, Mathias il a ses objectifs produits, moi je vends des features, il doit les ship, tu vois. Ok. Et je l'embêterai jamais avec le produit, à part s'il fait n'importe quoi et qu'on voit à la fin du mois, ok, bah on fait le point, ça, et là c'est des faits. En fait, c'est être 100% objectif avec soi-même et pas se mentir à soi-même et pas rentrer dans la confrontation, mais plus se dire, bah là j'ai merdé, pourquoi, comment? Ok, on a de la data, et c'est pour ça que c'est important Ok. aussi de se fixer, d'avoir un œil aussi sur la to-do des personnes. Nous, on a vraiment tout le temps des to-do bien organisés, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et d'avoir de la data sur ce que tu fais. Nous, on a de la data sur la création de contenu, on a de la data sur tous les funnels, on a de la data, parce qu'on on vend aussi un outil de data. Mais voilà, en fait, nous, aujourd'hui, notre rapport, en fait, on est très fusionnel, parce que bien Ok. évidemment, ça nous a rapprochés, on est très fusionnel, on se comprend, on a la même vision des choses, sur les moves qu'on prend, etc., sur les décisions, on est très, très fusionnel. Après, bien évidemment, tu as toujours de la friction quand, bah, je sais pas, quand il me dit quelque chose par rapport à mon taf, enfin, par rapport à, bah, gère ton truc, tu vois, genre, tu vois, Ouais. et tu as toujours de la part d'ego de, ouais, mais donne-moi pas de conseils, etc. Ça, c'est de moins en moins, bien évidemment, mais tu as toujours ce Ok. truc, des fois, ça peut rajouter de la friction, mais franchement, nous, on est assez fusionnel en vrai sur pas mal de points. Et je trouve ça super important, même toi, je pense avec ton collègue aussi, ça doit être pareil, mais genre d'être fusionnel, de trouver un peu son associé, que ce soit même ton pote, n'importe, hein, mais c'est quand même super important d'être 100% aligné avec où vous voulez aller, qu'est-ce que vous faites, même les différentes tâches que vous faites, et que vous faites pas la même chose. Enfin, pour moi, c'est la base d'être associé et de pas faire la même chose. Genre, Clairement. Ouais, bah surtout, enfin, ça doit être pareil pour toi, mais il faut énormément se remettre en question pour avancer, prendre sur soi, faire des points Ah, c'est ensemble, ça. etc. Et encore plus en étant bah, du coup frère ou meilleur pote. Mec, Des fois, il faut se dire les choses cash, même si t'es son frère, sinon ça avance pas, quoi. Ouais, mais dans tous les cas, en fait, il y a un truc, c'est que nous, on est très très cash entre nous, vu qu'on est frères. Bah, c'est du direct, c'est je fais de la merde, tu fais de la merde. Genre, c'est vraiment, il y a pas de, je vais prendre le temps, parce que des fois, moi, j'ai du mal à travailler avec mes amis, personnellement. On Ouais. a, on a déjà essayé de travailler avec des amis, pour être totalement transparent avec toi, ils ont pas fait Ok. allez, ils ont fait un mois, et après, bah, on a arrêté de travailler avec eux, parce que, Ok. bah, tu sais, tu prends des pincettes, t'as pas envie de mélanger pro-perso. Euh, mais avec mon frère, en fait, je sais qu'on va s'engueuler. Le Ouais. plus gros embrouille qu'on a eu, allez. Vu que nous on dormait dans nos bureaux à l'époque, vu qu'on était sur Skillies et tout, on a Ouais. dormi pendant Je me 8 rappelle. mois dans nos bureaux, on pourra en parler après, mais bah, on se retrouvait, tu vois, le soir, enfin, on était dans le même lit à ce moment-là, genre et du coup, T'étais bah, obligé dans de tous les parler, cas, quoi. ouais, on s'embrouillait, et après ça partait sur une conf, ouais, le post LinkedIn, genre, je sais pas, la funnel, le truc comme Ok. ça, et après, bah, c'était tranquille, ouais, on met ça en place et tout. Mais c'est vrai que, après, avec un pote, ça peut être plus touchy, à part si vraiment tu as confiance en lui et vous avez vraiment la même vision, un peu comme un frère et tout. Parce que bah, moi, mon frère, en fait, je suis obligé de le revoir quelque part, tu vois. Enfin, je sais que je suis obligé de le revoir. Au bout d'un moment, je vais le revoir à table, genre je vais le revoir Oui, en oui. train de manger et tout, tu vois. Mais un pote, tu vois, il faut vraiment que tu aies confiance parce qu'un pote, genre c'est early, il sent le projet, je sais, il y a une difficulté et tout ça. Bah, des potes, souvent, ils peuvent prendre peur et partir et après plus trop donner de nouvelles on va dire, par peur, quoi. Ouais, bah nous après on n'est pas deux du coup, nous on est trois associés, trois meilleurs potes d'avant. Au début c'était un peu plus lent, etc. Les premières années, le temps de comprendre un peu le système, mais maintenant ça a tout changé. On sait séparer les moments pro, les moments perso, etc. Et ça avance comme ça, quoi. Faut juste Ouais, mettre les bonnes bases, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, les mêmes objectifs à la fin, sinon ça va pas. Et voilà ouais, tout ça. je trouve ça Mais important, ouais. mm, tu m'as parlé de Mathias. Du coup, Mathias, si j'ai bien compris, c'est développeur. Toi, c'est Sales Acquisition, Growth. Ouais, en gros, Mathias, lui, gère toute la partie produit, donc il est avec les développeurs, donc il Mm. sollicite principalement l'équipe produit. Moi, je sollicite l'équipe market, c'est-à-dire qu'on a des designers, ouais, on a des designers, des motion designers, et moi, je sollicite ces personnes-là pour justement tous les aspects market, quoi. Ok, super. On reviendra un peu sur Radar après ce qu'ils disent, etc. Mais là, maintenant, en une phrase, Radar, c'est quoi? Alors, c'est un outil d'analytics pour traquer en fait la data sur votre site internet de manière hyper claire, en gros.
Ok. Eh ben écoute, on y reviendra un petit peu après, très clair. Avant d'attaquer ce qu'ils lisent, j'aimerais savoir un peu qui tu es vraiment. Ouais. Déjà, à quel moment tu t'es dit, bah du coup, je vais pas suivre le chemin classique, ou en tout cas, tu étais sûr que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat à fond. Ça doit pas être au début, mais peut-être, je sais Ouais. pas, quand tu as eu vraiment ce déclic d'entrepreneur. Bah, ouais. Bah, en fait, c'était très simple. Même en vrai, le déclic sur ce, il est arrivé quand j'ai arrêté les cours, en vrai. C'est que Ok. j'allais en cours. Et j'ai fait des stages aussi, parce qu'en gros, enfin, pour expliquer, j'étais pas du tout vraiment dans le domaine dans l'entrepreneuriat, vu que j'ai pas fait le collège, Mm. bah, j'étais en bac pro. Je Ouais. dénigre pas du tout les bacs pro, mais je me suis spécialisé dans un métier parce que factuellement, j'avais pas les compétences pour aller dans un bac général. Sinon, Ok. j'allais être complètement perdu, ça allait être vraiment, enfin, ça allait être la merde, quoi. Donc, je me suis spécialisé, j'étais dans un bac pro dans l'électricité, qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat en général. Ok. Et, en fait, j'ai fait des stages, j'ai fait des trucs, franchement, j'étais derrière enfin, j'étais un exécutant, j'écoutais à la lettre, Ouais. etc. Et moi, j'ai un caractère, même quand j'étais à l'école, enfin, je suis pas le bon élève, tu vois. Enfin, j'ai jamais été le bon élève, je déteste les cours. Enfin, je suis désolé, hein, mais c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu dois adorer les cours ou détester les cours, mais je dis ça, mais moi, j'étais vraiment l'élève, en fait, qui demandait au prof pourquoi on fait ça, en fait. Ok. Et en fait, c'était vraiment dans cette DA-là. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivé du coup, parce que j'ai fait études supérieures, j'étais dans un BTS, et je me suis dit, mais Ok. en fait, j'ai vraiment pas envie de faire ça de ma vie. Pourquoi bah, je continuerai à faire ça? Ça n'a pas de sens en fait dans ma vie. C'est un truc que j'ai pas envie de faire factuellement, j'ai pas envie d'y vivre, pourquoi je continue? Et là je me suis dit, mais genre voilà, c'est juste pas possible. En plus de ça, j'avais fait mes preuves, hein, j'avais déjà fait de l'argent, etc. Je me suis dit, c'est factuellement possible. Et Ouais. et il y a cet aspect où bah, moi, c'est vrai que je sais pas, j'aime bien tenter des choses, j'aime bien prendre des risques et j'ai toujours été comme ça. Et vu que j'ai eu un parcours à peu près particulier, j'ai toujours tenté des choses, même que ce soit quand j'étais tout petit, tu vois, lancer des associations, je faisais des lives, j'avais une communauté, j'ai Ouais. toujours essayé de faire des choses par moi-même. Bah, j'avais pas envie de me brider et de me dire, ok, genre je vais rester dans la voie classique. Et c'est totalement respectable de rester dans la voie classique. Mon grand frère, parce que j'ai un autre grand frère, il est salarié. Je viens quand même, j'ai quand même de la chance parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et j'ai toujours vu, tu vois, bah, que ce soit mon père lancer des projets, lancer des trucs, faire des innovations. Mon grand-père aussi, il était Ok. entrepreneur, il lançait des trucs, des projets, etc. Et ça part aussi d'une base, tu vois. Ça part aussi d'une base. Mais du coup, j'ai eu ce déclic, je me suis dit non, c'est juste pas possible. J'ai pas envie de me brider. Ça pourrait être un peu bullshit, j'ai pas envie de rentrer dans le truc bullshit ou quoi, mais genre de travailler pour quelqu'un, je peux pas le faire factuellement. Enfin, moi, j'ai besoin de Ok. créativité, j'ai besoin de challenge. Et c'est ça qui me fait vibrer dans ma vie. De me mettre dans la merde, que ça soit, pas me mettre dans la merde, mais de dire me stimuler quotidiennement et de me dire, ok, là, j'apprends plus, je fais plus, je fais toujours plus. Au lieu de me dire, bah, je me bride à des compétences que je vais obtenir dans un métier. Bien évidemment, tu évolues, mais la scalabilité en salarial, elle est très très faible. Ouais. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est réplicable et on va dire, c'est du vu et revu. T'as pas vraiment de challenge quotidien et c'est moi ce qui m'anime, c'est vraiment le challenge. Je me mets face à des personnes beaucoup plus hautes que moi, à rentrer dans des calls avec des personnes qui font des millions. Je pourrais te parler à peu près du skillisme parce j'étais dans des calls, j'étais dans des rendez-vous physiques avec des gros patrons. C'est ça qui m'animait en fait. C'était de me dire, putain, genre, là je me surpasse, tu vois. Là, je suis en train de faire un truc où je me mets dans la merde, c'est hyper stressant. Mais par contre, je le fais et voilà, c'est ça qui m'anime en fait. Et c'est l'adrénaline que ça me procure. Mais le salariat, c'est vrai que ça me chauffe pas trop parce que bah voilà, tu dois respecter tes heures, etc. Et même moi, j'aime pas ça, tu vois. Ok. Non, mais c'est pas du tout bullshit, hein, c'est complètement compréhensible en tout cas d'avoir cette vision. Et du coup, le rapport un peu de ta famille, bon, s'ils étaient entrepreneurs, peut-être c'était un peu plus simple, mais quand tu as voulu vraiment tout arrêter à tes 17-18 ans, du coup, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit go? Ouais, non, c'était l'enfer, hein, mec. Ah ouais? Ouais, bah, en fait, en gros, si tu veux, enfin, pour t'expliquer vite fait l'histoire, mais genre, mon papy est entrepreneur, mon papy était trop content, mais par contre, mon père, il Ok. est repreneur parce que c'était l'entreprise de mon papy de base. Ah oui. Mais il est quand même entrepreneur, hein, je dis pas, parce que c'est quand même dur de gérer une boîte et il a monté vraiment haut et tout. Ok. Mais par contre, enfin, mes parents ont toujours primé la voie classique. La voie classique. Mon grand frère a montré l'exemple parce qu'il était en alternance dans une boîte. Du coup, bah, la voie classique, et pendant 2 3 semaines, ça a frité. Après, c'était des remarques un peu sur, tu vois, sur le long terme, et c'est une situation qui est pas facile. En fait, je sais que c'est pas facile en fait de le dire aux parents, mais aujourd'hui, moi, j'ai juste dit, bah, genre, je suis pas heureux comme ça. T'as envie que je sois heureux, t'as envie que je sois malheureux dans un taf que j'aime pas.
bah, ils ont dit heureux, bah écoute, moi j'arrête les cours et en fait tu leur dis bah juste t'as pas le choix et voilà. C'est sûr que, en fait, moi je pars du principe où il faut pas vivre pour les gens, tu vis pour Mm. toi, t'as qu'une vie. Si tu vis pour tes parents, pour faire plaisir à tes parents, bah tu vas faire plaisir pendant 5 ans à tes parents et toi tu vas regretter les 5 ans. Donc en fait je leur ai dit ça, etc. C'est pas facile, enfin, c'était beaucoup de friction en mode moi j'ai un vrai métier, tu vois, genre des trucs comme Ouais. ça. Mais je pense que c'est normal, c'est de la peur au niveau des parents, il y a beaucoup de protection qu'il y a derrière. C'est une réaction totalement normale. Mais c'était pas du soutien direct, ça a mis du temps, ça a quand même mis des mois et des mois quand même. Ok. Il faut faire ses preuves. Je sais pas toi, je sais pas si toi t'as arrêté les cours ou quoi, mais Alors moi j'ai fini mon BTS, je me suis lancé tout seul, j'ai eu de la chance, bah, bien sûr ils doutaient, ça se voyait hein, quand tu parlais avec eux, mais ils cachaient bien leurs doutes, ah, c'est etc. Donc cool. ça m'a quand même motivé à fond. Après bien sûr il y a des questions tous les mois, etc. T'en es où, t'en es où, t'en es où. Et après quand tu commences à faire un peu de Ouais. chiffres, etc. Ils te posent plus les questions comme ça, ils sont plutôt contents pour toi. C'est vrai que la première année, ouais, il y a pas mal de doutes et des fois c'est un peu chiant d'avoir les... Maman, Ah, ça mais fait deux mec. semaines, tu m'as posé la question, ça avance pas. Ah mais mec, moi c'était tous les soirs, hein. Ah Genre ouais. moi c'était tous les soirs, je rentrais, t'as fait combien de rendez-vous? Ça s'est passé comment? Genre c'était. Mec, la pression elle était hard, hein. Mais Mais genre après, vraiment hard. bon, c'est complètement compréhensible point de vue Oui, mais parent, justement. même si en fait c'est dur de faire confiance, tu t'inquiètes, c'est normal. Et maintenant, alors, 2, 3 ans après, c'est quoi Bah, ils sont trop contents. Mec, c'est les plus heureux là, mes parents. Ils sont trop trop contents. Et même pareil, genre, ouais, non, franchement, ils sont trop trop contents. Et moi, je bah, l'aide tant mieux. aussi. Mon père, il m'a carrément demandé si on voulait s'associer sur un SaaS, dis-toi, donc, pour que je puisse le marketer. Donc, Incroyable. ouais, non, c'est cool. Non, mais oui, après ça, c'est tous les parents qui s'inquiètent. Mais bon. Bah oui, c'est normal, là. Ok. Et alors ça peut intéresser les fondateurs qui regardent, etc. C'est quoi un peu ta routine aujourd'hui? Ma routine, alors, elle est assez particulière, mais vas-y, je peux l'expliquer. En gros, moi, le matin, je fais mon post LinkedIn. En vrai, c'est vrai que de base, les gens le font la veille ou quoi. Ok. Euh, Je fais mais le en gros, matin si tu aussi. veux, tous les dimanches, moi, je me cache sur toute la strate des funnels que je vais mettre en place, Ok. que ce soit les lignes magnettes que je prévois, comment les targets ces lignes magnettes, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Donc j'ai ça, le matin je fais beaucoup de posts LinkedIn, je vais être actif un peu sur LinkedIn, un peu le truc de base hein, qui est pas mal de monde fond. Et après je vais réfléchir en fait sur les funnels et sur les plus gros leviers que je peux changer, que ce soit avec la data que j'ai, soit sur la création de funnels, soit sur des funnels sur d'autres canaux, etc. Mais je me Ok. penche souvent le matin sur du X et du Reddit. Sur Reddit, on a beaucoup de trafic avec des funnels Reddit. C'est un playbook qui est très très intéressant. Et après l'après-midi, je fais des calls de 14h jusqu'à 19h à peu près. J'ai que des calls démo. Mais Ok. si j'ai pas de call, imaginons, si je peux dire, hein, si j'ai pas de call, en fait, le funnel il est très simple. C'est que via mes lignes magnettes, en fait, ça me permet en fait d'avoir un énorme levier sur les personnes qui commandent parce que c'est que des Ouais. personnes qualifiées. Donc en fait, c'est des personnes que moi je vais target en call au lieu directement de leur envoyer un message. Et en fait, ce playbook, je l'ai appris d'un mec qui était sur Twitter qui s'appelle Jedi Ok. euh, et d'un autre mec qui s'appelle Raph Guilhem, qui est l'ancien growth de Lovable. Ok. Et en gros, qui m'a donné ce playbook, qui a monté sa boîte de 0 à 2 millions d'ARR grâce à ce playbook. Et en Ok, fait, ça ouais. me permet de réserver, allez, je le fais le lundi, par exemple, les call, j'en fais 100, je sais que j'ai 60 rendez-vous qualifiés, enfin, Ouais. la semaine, tu vois. Et ça, c'est le plus gros levier. Après, pour faire du mass market, enfin, c'est différent, mais en fait, voilà, c'est structuré comme ça. Après, vers le 19h, tu vois, je vais à la salle, des trucs comme ça. Vers 22h jusqu'à minuit, tu vois, je commence un petit peu à travailler vidéo du jour, les trucs comme ça. Là, on est en train de déléguer à un monteur, mais voilà, les vidéos du jour, même si je sais que, du coup, vu que on va dire, je taffe surtout sur la partie relationnelle et c'est beaucoup énergivore de parler toute la journée à des gens, leur répéter les choses, bref, tu tombes sur des prospects un peu chiants de temps en temps. Mathias s'occupe beaucoup plus de la partie création de contenu de notre brand parce que Ok. c'est pas que j'ai plus envie de parler à 19h, mais c'est que j'ai fait Ouais. 5 heures de call juste avant. C'est très chronophage et donc on s'organise comme ça en fait par rapport aux préférences de chacun et je sais qu'il est meilleur que moi là-dessus. Donc ouais, c'est à peu près là-dessus. Et ouais, le soir, c'est vidéo du jour, c'est un peu le côté market, organisation des prochaines journées, qu'est-ce qu'on met en place, roadmap un peu, et les côtés stratégiques, quoi, un peu sur de la data. Ok. Eh ben, écoute, très intéressant ces petites questions sur toi. Maintenant, on va revenir du coup un peu à ton premier projet, Skillies, si je le dis bien. Ouais. C'était quoi exactement?
Alors, Skilly, c'était de la mise en relation entre les entreprises et les freelance IA automatisation data. Donc, en fait, ça permettait, en vrai, c'est de la mise en relation classique avec des freelances. Ils avaient une marketplace, les personnes postaient des annonces, les entreprises, et les freelances postulaient. Nous, on allait qualifier les personnes pour les entreprises, leur proposer que trois profils intéressants dans leur thématique par rapport à ce qu'ils avaient mis. Et après, on prenait 10% sur 10 ou 15%, je crois, sur Ok. les contrats qu'on avait signés. Donc voilà, c'était ça ce qu'ils disent dans sa globalité, on va dire. Ok, et c'était quoi un peu l'ambition derrière ce projet? En vrai, l'ambition derrière ce projet, bien évidemment, c'était de monter ce projet le plus haut possible. En vrai, on avait une grosse ambition sur ce projet. Franchement, c'était un peu le projet d'une vie. En vrai. Pour te dire, c'était Ok. vraiment le projet d'une vie. On était très Ah ouais. attachés émotionnellement sur ce projet. C'est pour ça que c'était très très compliqué de pivoter. Hmm. Mais on était attachés émotionnellement, mais complètement déconnectés. Vraiment, les gens nous disaient quoi que ce soit. C'était non, c'était le projet de l'année. C'était vraiment le projet. Donc on avait des grosses ambitions. Là, on commençait à faire rentrer du cash pour te dire, hein, quand Kylian nous avait contacté. Puis là, à ce moment-là, on avait signé un mec, on avait fait 30K à ce moment-là. Ah oui. Ok. On avait signé un contrat à 300K, tu vois. Genre, on commençait à avoir des personnes et donc notre ambition, c'était de monter ça très très haut. Mais le problème, c'est que en fait, on était dans un game bootstrap. Pour ceux qui connaissent pas bootstrap, ça veut dire que tu t'autofinances. Et levée de fonds, en fait, on devait faire de la levée de fonds parce qu'on voulait faire du mass market. Ok. Le mass market, c'est le principe de ramener beaucoup de masse, le fait de faire de la mise en relation, alors que là, ce qu'on faisait tout manuellement, et donc on devait lever des fonds, il y avait beaucoup d'enjeux, même en vrai sur l'aspect, je sais pas, sur l'aspect apprentissage, c'était beaucoup plus smart de partir chez Kylian, mais du coup, ouais, c'était ça un peu le principe. Ok. Et même, disons, si c'est un échec, même s'il n'y a pas d'échec, qu'est-ce que tu as retenu de ce projet? Qu'est-ce qui t'a fait, enfin, ça t'a appris quoi ce projet? Ça m'a appris trop de trucs. En vrai, ça m'a appris beaucoup de trucs, hein. Bah, déjà, de une, de pas faire confiance à tout le monde. Ok. De deux, l'aspect market détruit l'aspect produit, Ok. même si le produit reste le cœur, mais je veux dire, l'aspect build d'un produit doit être à la fin et non pas au début. Le Ok. début, c'est la vision produit, ça c'est la base, la clarté vision produit, et après la distrib, et après tu as le build. Donc il y a ça, et ça c'est déjà énorme. Et après, ça m'a appris toute la partie commerciale. Genre, j'ai fait peut-être 4000 call calls, j'ai fait genre 500 rendez-vous en visio, comme on a par exemple Ouais. ici, avec des entreprises. Ça m'a ouvert une expertise et ça m'a fait comprendre aussi qu'est-ce que j'aimais en fait. Et ça nous a fait comprendre avec Mathias nos différents, on va dire, zones de génie, comme on peut les appeler, et Ok. qu'est-ce qu'on aimait réellement faire. Donc ça m'a appris la vie en fait. En vrai, de vrai. L'entrepreneur. Non, mais en Ok. vrai, oui, ça m'a appris la vie, hein, en vrai. Ok. Alors je sais pas du coup si ça a pas marché ou vous avez changé d'opportunité, mais c'était quoi un peu ce qui n'a pas marché du coup? Bah, ce qui n'a pas marché, en fait, c'était tout. En vrai, la clarté était pas bonne. Le fait de faire une plateforme, la plateforme ne servait à rien. En fait, c'était de la mise en relation. En fait, c'était joli pour les chiffres. On avait genre 700 entreprises. Ça commençait à être solide. On avait 3000 freelances. Mais la friction était trop grosse. On n'avait pas Ok. de process de paiement. Du coup, franchement, c'était trop gros, en fait, pour nous. Genre, c'était juste trop gros pour. En fait, les marketplaces, aujourd'hui, c'est des business les plus exigeants, les plus durs. Vraiment les plus durs. Et en fait, aujourd'hui, les gens que tu regardes qui lancent des marketplaces, soit c'est des mecs qui sont millionnaires, soit c'est des gens qui ont déjà fait des business avant, mais qui ont des fonds à réinjecter. Et après, bien évidemment, il y a des exceptions. Si bien je dis de la merde, il y a comme Nano là, qui ont lancé de la mise en relation sur LinkedIn entre Ouais. des personnes pour faire du clipping. Mais après, voilà, tu as toujours des exceptions. Mais c'est quand même très très compliqué la marketplace. Et de commencer par un projet entrepreneurial Ouais. par la marketplace, ça te met beaucoup de claques. Il faut savoir être solide. Nous, on a été solide en vrai. Franchement, il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné, surtout quand tu fais rentrer 0 € en 9 mois. Tu te poses des questions. C'est vraiment pas facile. Mais ouais, la marketplace, en fait, de base, le business model de la marketplace, c'est des personnes qui ont déjà fait des business, c'est des personnes qui ont des fonds, des contacts, beaucoup de choses. Et quand tu es early, quand tu es jeune en plus de ça, que tu travailles avec des ETI et pas avec des petites PME, des petites TPE, c'est très compliqué. Genre, moi, Ouais. je rentrais dans des appels avec des mecs de 50 ans. Le mec, il se foutait de ma gueule, mais il me disait en mode, je me suis trompé de rendez-vous. Enfin, j'ai cru que je m'étais trompé de rendez-vous parce qu'il voit ma tête de jeune. En mode, lui, je vais lui confier toute ma partie recrutement. C'est touchy, tu vois. C'est dur. Et sur la partie âge, bon, c'est une question d'après, mais est-ce que ça te porte encore préjudice aujourd'hui? L'âge? Ouais, ton âge. Non,
Plus Non, maintenant? parce qu'en fait, là, pour moi, en fait, avant, c'était une question de posture. Ok. Aujourd'hui, parce que bah, c'est toujours impressionnant, aujourd'hui, bah, enfin, ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'il y a aussi une question de maturité qui a émergé, les claques que je me suis pris, l'itération, j'ai encore beaucoup à apprendre et il faut rester aussi sur ses gardes là-dessus. Mais oui, ça n'a rien changé. En fait, je pense que c'est aussi une question de posture et de confiance que tu développes sur le long terme. Au début, tu peux penser que ton âge, c'est un problème, mais ça n'est pas vraiment, hein. Au final, c'est juste une question de confiance, mais la confiance, ça s'obtient sur le long terme. Moi, ça s'est obtenu quand j'ai close des deals, enfin, close des personnes, des boîtes à plusieurs, qui font plusieurs millions de CA à l'année. C'est quand, enfin, on va dire, c'est là où ma confiance se développe à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'avant, quand tu es early, tu vois, un petit jeune, etc., c'est comme si, moi, là, j'étais genre, comme ça, genre, je parlais tout doucement, j'étais un peu gêné, etc. Bah là, en fait, là, ton âge te porte préjudice, tu vois. Ouais, c'est vraiment la confiance que tu dégages qui va porter préjudice et c'est pas l'âge, quoi. C'est comment tu vas te démonter, en fait, comment tu vas te démonter à te poser des questions à des entreprises, à les mettre dans l'inconfort, même si c'est une des entreprises qui font 30 millions de CA à l'année. Mm. C'est c'est aussi ta maturité. Genre, genre, moi, je sais que j'ai fait des calls aussi avec. J'avais fait un call avec l'équipe technique de Winamax à l'époque sur Skillies. Bah, Ok. j'étais impressionné, mais une fois que tu closes ce genre de personnes, quand tu tombes sur un freelance, un développeur, ou je suis désolé, mais ça ne m'impressionne pas du tout. Genre, le mec, il me fait chier, juste je lui dis, mec, ça change rien à ma vie en fait. Genre, c'est toi qui as pris le call, c'est pas moi, tu vois. Alors qu'avant, j'étais, ouais, désolé, mais tu vois. Non, non, tu coupes. En fait, tu coupes court, quoi. Mais ça, c'est avec l'expérience aussi, et je pense que ça s'obtient sur le long terme. Genre, ça s'obtient au bout de pas mal de calls, hein. Moi, je dis ça, mais parce que j'ai fait genre peut-être 1000 calls au total avec la radar en visio. Ouais. Mais ouais, Et ça ça s'apprend, ouais. s'obtient pas comme ça. Ça s'obtient pas comme Ok. ça. Et bah, très bonne réponse. Bah, pour parler de Skillies encore, du coup, vous avez tout arrêté. Ça a fait pas mal de bruit sur les réseaux, notamment le short, etc. Qu'est-ce que tu as à répondre à toutes les personnes ça a fait un peu un bad buzz, on va dire. Qu'est-ce que tu as à leur répondre? Ce changement de. En vrai, pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est juste, pour moi, c'est les gens smart comprennent toujours les moves Ouais. que va faire un entrepreneur. Et en fait, il y a beaucoup de frustration dans notre communauté parce qu'en fait, tu as beaucoup aujourd'hui de personnes qui critiquent et ce sont des personnes qui sont frustrées un peu dans leur vie, etc. Et en fait, il y a eu beaucoup de frustration dans le sens où tu avais aussi beaucoup de freelance, des personnes qui étaient dans notre communauté, qui attendaient beaucoup de nous, et Ah en oui. disant, bah, c'est trop tôt, etc. Mais nous, et en fait, ils sont pas à notre place, tu vois. Ils sont pas à notre place, hein. Ils n'ont pas tout le contexte. Et eux, je suis d'accord, ils ont envie d'avoir des projets, ils ont envie d'avoir des trucs, mais ils n'ont pas tout le contexte. Mais en fait, avec ces Ouais. gens, il faut pas être trop dans l'émotionnel parce que c'est là où tu te plantes vraiment sur les réseaux sociaux. On a eu des gros bad buzz, mec. On a fait des 2 millions de vues sur Twitter avec le truc du jour de l'an et tout, là. Euh, aussi, où Mathias, il a provoqué un petit peu. Mais, euh, mais ouais, C'était en fait fait, ces gens. exprès ou? Oui, mais on le savait. En fait, c'est quand tu te dis, ah, je sais pas si je poste cette vidéo, tu sais que ça va marcher, que ça va faire du bruit. Ouais. Et on s'était dit ça avant, on avait pré-shot que ça allait marcher. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant avec ce genre de vidéo, c'est qu'au final, tu touches des personnes qui sont ultra intéressantes. Mais genre vraiment des gros entrepreneurs. Nous, on a Ouais. eu des contacts qui étaient énormes d'entrepreneurs grâce à ça. Et en fait, le fait d'avoir fait ce pivot aussi, les gens comprennent pas l'opportunité parce qu'ils connaissent pas Kylian, les gens sont pas du tout là-dedans. Et en fait, ils voient plus des jeunes qui sont là, aussi bien qui sont financés par papa, maman, qui font rien de leur vie, qui travaillent pas et qui c'est juste du flan les réseaux sociaux. Mais les gens ne savent pas que les réseaux sociaux nous prennent 1 heure par jour maintenant. Et les gens ne savent pas. Les gens ils sont, ouah, vous êtes trop fort en contenu, etc. Mais oui, mais c'est normal parce que ça fait 2 ans on a fait du contenu. Avant, on mettait genre 4 5 heures, tu vois, à faire la vidéo. Mais maintenant, genre, ça nous prend 1 heure. Les gens, c'est que des branleurs, c'est du flan, etc. Ok, mais maintenant, tu vois, là où on en est, etc., je sais que là, dans la phase actuellement qu'on est, on est bien, tu vois. Enfin, je sais qu'on est bien, etc., sur plein d'aspects de notre vie par rapport à où on était avant. Et en fait, je m'en fiche un peu du regard des autres parce que je suis pas là pour attirer des curieux, je suis pas là pour attirer des personnes qui sont dans, je vais pas dire, qui sont frustrés dans leur vie. Moi, je suis là pour attirer des founders, je suis là pour attirer des personnes intéressantes, de créer une communauté qui est vraiment dans la tech intéressante. C'est pour ça qu'on fait des events, c'est pour attirer des personnes intéressantes. Et là, tu vois, on a questionné notre communauté, et dans notre communauté, il y a que des entrepreneurs. Genre, t'as pas de trou de balle ou quoi. Genre, Ok. et il y a eu des personnes qui nous ont harcelés, tu vois. Genre, c'est pendant sur des mois, mec. Mais en fait, tu portes pas attention, et mec, c'est. Ok. Bah, il y a toujours du bon à prendre en tout cas dans les bad buzz. Et, Oui, il y a tout.
Et bah, du coup, Skilly, c'est l'ancien projet. En un mot, aujourd'hui, tu ressens quoi de ce projet? En un mot de Skillies, Ouais, de euh, Skilly. Qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses un peu à Skilly? bah, c'est la construction, mec. C'est ça, en vrai. Le mot, c'est construction, mec. Construction, apprentissage. Ça nous a appris la vie, en vrai. Et c'est ça qui nous a aussi donné l'opportunité de Kylian, en vrai. Ok. Et bah écoute, en parlant de Kylian, du coup, on va parler un peu du pivot vers Tapit. Ouais. Comment tu as découvert Kylian? Est-ce que c'est lui qui est venu à vous? Alors oui, c'est lui qui nous a envoyé un message. Ok. C'est lui qui nous a fait un voc, qui nous a fait un loom et tout, les gars, j'ai un truc à vous proposer. Il nous a expliqué la vision de comment on pourrait mettre les choses en place. On a fait un call dans les 24 heures. On a fait un call, ça s'est fait sur une semaine, dis-toi, parce qu'il y avait quand même une petite. Je sais que moi, de base, je réfléchis pas trop, mais quand même, là, c'est quand même des réflexions qui. Enfin, quand je dis je réfléchis pas trop, je suis quelqu'un qui exécute vite et qui remet pas à demain les choses, etc. Mais pour dire que là, c'était une décision à quand même à fort dose, enfin, Ouais. fort émotion, etc. Et du coup, on a fait un premier call, il nous a expliqué un peu le truc. On n'a pas parlé de deal. Il nous a juste dit Ok. est-ce que ça vous branche, les gars? On a dit, mec, on doit se poser, parler à des gens. Là, on était vraiment perdus. On allait marcher dans la montagne et tout. Mec, on était perdus, genre, dans notre vie. On était là, mais même comment tu l'annonces à des parents, genre, Ouais, c'est c'est vrai. ton projet de cœur. On a mis presque, enfin, nous, on a mis vraiment toutes nos économies là-dedans. Genre, dis-toi, on était endettés, mais jusqu'à l'os, mec, c'était vraiment compliqué. Et, euh, et du coup, voilà, on fait le truc et on se dit, bon, bah, en vrai, on doit partir avec Kylian. Il y a des personnes qui me disaient oui, il y a des personnes qui disaient non, mais la plupart des gens nous disaient oui, Ok. dans le sens où c'était une opportunité business en fait par marketing d'association aussi. Et même par de base le réseau et tout ce qui l'entoure. Donc ouais, on est parti là-dessus, on a fait un deal avec lui sur l'aspect des parts sociales, etc. Bon, je pourrais pas en dire plus parce que ça reste de l'aspect confidentiel, mais voilà, on a fait un deal là-dessus parce que Radar, faut savoir, c'est vraiment notre boîte. C'est genre dans le sens où c'est des boîtes qui sont séparées, mais c'est dans l'écosystème Tapit, c'est-à-dire que Tapit détient des parts et Tapit reste notre investisseur entre guillemets. Mais nous on gère les comptes, etc. Donc on devait faire un deal carré. On a fait le deal. Et du coup, ouais, ça s'est passé. Et le soir même du deal, mec, nous, comme je t'ai dit, en fait, il y a un truc qu'on a compris et qu'on avait déjà compris avant de rentrer, mais c'est la vitesse d'exécution, elle est incroyable. Même la vision que Kylian a de la vitesse d'exécution et dans les équipes, genre les designers, ils répondent pas dans l'heure. Tu sais très bien qu'il ne fait pas une Ok. semaine, tu vois, et qu'il va être viré et remplacé. Et c'est pareil, tu vois, on a fait le deal dans la soirée, genre même pas, genre 30 minutes après, on était déjà en call avec les développeurs pour réfléchir à la stack technique, tu vois. Et ça, c'est Incroyable. très très important. Mais ouais, et du coup, on a direct kiffé la vision avec qui. Alors, je reviens juste sur une question que j'ai oubliée, mais tu parles d'endettement. Enfin, tu viens de parler d'endettement sur Skillies. C'était quoi cette perte? C'était pourquoi de l'argent perdu? Mais du coup, ouais, le pire investissement que tu peux faire, c'est de prendre un développeur, Ok. pour ton SaaS. En tout cas, aujourd'hui, avec tous les outils d'IA, bien évidemment, tu peux faire quelque chose de propre, mais moi, ce que je conseille, c'est d'intégrer un CTO au capital, de prendre des parts. Aujourd'hui, l'IA, c'est bien, mais ça développe beaucoup de techniques. En fait, c'est bien, mais ça dépend pour tes ambitions, à quel Enfin, pour point la tu as envie de faire un scalabilité. truc, quoi. Voilà, pour la scalabilité, sur plein d'aspects, même. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui disent vas-y, fais avec Lovable, tu fais en 30 secondes et vas-y, tu marketes ton truc, mais ça, c'est impossible. Genre, les gars, genre, si vous faites ça, enfin, vous partez du token. Si vous avez déjà investi 500 euros dans Lovable, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais genre, c'est le pire truc à faire. Et du coup, nous, on avait investi, alors, je te le dis, hein, genre, c'est une honte, hein. On avait investi 20K dans une agence. Ok. C'était pas un développeur, mais c'était vraiment une agence, en gros, de branding, entre guillemets, Ok. qui permettait en fait tout simplement aussi, on avait un espèce d'accompagnement en parallèle sur la partie positionnement, sur la partie go-to-market. Donc c'était vraiment tout un écosystème. Ok. Et il faut savoir que, bon, je ne vais pas non plus m'éterniser là-dessus parce que c'est mal fini et que c'était un scam en vrai, c'était Ouais. n'importe quoi. Genre, en gros, ils devaient ship en 3 mois, ils ont ship en 6 mois, je crois. On a fait retarder le truc de fou. Au final, ils voulaient à chaque fois nous facturer en plus, genre 3-4 plus, 3-4 plus, 3-4 plus, et ils flippaient parce qu'on avait une communauté. Ils pouvaient nous scam à tout moment. Genre, ils pouvaient nous Ouais. scam à tout moment. Et bref, on a compris la supercherie, on avait demandé remboursement, ça s'est pas fait, il y a eu beaucoup de friction, beaucoup de. Bref.
Ok. Et on a failli faire un post dessus, mais genre c'était vraiment compliqué. Mais bon, on s'est surendetté à cause de ça. On était très mal à ce moment-là et je pense qu'il y a beaucoup d'agences, et s'il y a des agences qui nous regardent, délivrer comme il faut vos clients parce que c'est beaucoup de. Derrière, il faut quand même penser à l'humain, il faut être empathique, même si on est des, on va dire, sur l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est un peu shark, un peu de requin, tu vois, mais il faut quand même penser aux clients qu'il y a derrière et d'avoir une bonne délivrabilité, ça va vous apporter plein de bonnes choses sur le long terme. Et nous, on s'est fait niquer, donc si je peux vulgariser un peu le truc, mais on s'est fait niquer, en vrai, ça arrive et c'est pour ça que je te dis, il faut pas faire confiance à tout le monde. Surtout que nous, sur la première partie, on avait pris un développeur de base et il nous avait fait, genre, premier développeur, on n'a rien signé, rien. Et on lui dit non, c'est pas possible. Parce qu'on avait pris, on avait 2 jours pour parler. On a pris des lettres d'avocat, on a pris des trucs et tout, hein, tu vois, Ok, genre, ouais. première année d'entrepreneuriat qui nous a appris la vie parce qu'on a eu plein de galères, genre, et plein, Ok. quoi. Des trucs Mais de chez, tu vois. je reviens sur quelque chose que tu as dit, d'intégrer un CTO au capital. Ouais, Parce que j'ai énormément de cas, comme j'ai pas mal de calls, etc. Il y a beaucoup de. Du coup, nous, on vend de la création de sites sur mesure. J'ai ouais, beaucoup de personnes qui veulent pousser les sites à la limite du SaaS, mais avoir un SaaS derrière, avec des automatisations, etc., mais un vrai SaaS. Du coup, nous, on refuse pas ouais. mal de projets, mais des projets qui peuvent coûter entre 20 à 100 000 euros parce que je leur dis tout le temps, vous montez un SaaS, vous allez faire peut-être, nous, on a la capacité de faire votre SaaS, mais par Oui, contre, derrière, à chaque petite modification, on va vous envoyer un devis à 1000, 2000 euros tout le temps. Donc, il va soit pas falloir râler, quoi, c'est ça le truc. ouais, c'est ça. Donc à chaque fois, je refuse des projets, mais qui peuvent coûter énormément parce que en fait, c'est pas intéressant pour eux de passer par une agence Mm. comme nous pour une construction d'un SaaS. Enfin, en fait, chaque modification, ils sont bloqués avec nous ou chez un développeur. Quoi. Alors que d'intégrer un CTO au capital ou alors une levée de fonds, et t'as énormément de sous pour Ouais, enfin, c'est intégrer un quel- développeur en salaire. Mais bon, payer c'est des quel- agences externes pour des SaaS, c'est compliqué, quoi. Ouais, non, ça se fait beaucoup en vrai, ça se fait beaucoup. Après, c'est compliqué pourquoi? Bah, c'est parce que en fait aujourd'hui tu as besoin d'un mec qui croit au projet à fond. Les agences, ça fait pour, Pour c'est fait délivrer. pour délivrer comme il faut, bien évidemment. Et c'est ce que veulent aussi les clients. Mais en vrai, en ça, c'est vraiment très complexe et tu as besoin d'un bras droit en fait technique, même pour qu'il deep dive aussi enfin pour qu'il deep à 100% sur même des aspects techniques, des pivots qu'il pourra faire Clairement. sans forcément envoyer à l'agence, puisque l'agence, bien évidemment, elle exécute, mais tu vas pas passer ta vie en call avec pour lui donner, enfin, bref, donner des visions, parce que tu as un cahier des charges. C'est sur le C'est vrai. devis, tu vois. C'est comme tu as dit. Après, tu envoies des factures, etc. Et je dis pas, en vrai, il y a des personnes, ils peuvent se le permettre, en vrai. Mm. Et je pense que il y a des personnes, c'est pas plus mal, en vrai. Je sais pas, des personnes qui. Mais en soi, le vrai playbook, en vrai, pour le SaaS, pour la création de SaaS, c'est vraiment de passer par un CTO. Et, euh, et ouais, en vrai, toutes les personnes qui passent par les IA, etc., ça, en vrai, c'est pas pour faire quelque chose de sérieux. Nous, on parle d'une vraie boîte là. Si vous voulez vraiment faire une vraie boîte, c'est passer par un développeur, passer par quelqu'un, mais passer par quelqu'un de technique, quoi. Ça, un développeur qui a le droit d'utiliser les IA, mais pas une personne Ah bah qui oui, ne connaît oui, rien oui, au développement, quoi. oui, Mais oui, oui, non, mais clairement, t'as tout dit, ouais. mais, euh, mais ouais, voilà, c'est un peu Mais tout. ouais, mais on a beaucoup ce cas de personnes qui veulent faire des sas par nous et je leur dis à chaque fois, on peut pas, désolé. Mais ok, et bah écoute, pour du coup le pivot vers Tapit, est-ce que ça a un peu tapé l'ego, on va dire, de tout quitter pour rejoindre un autre écosystème de quelqu'un d'autre? Non, 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 en vrai, il y a zéro ego là-dessus parce qu'en en fait, on avait un deal où on était entrepreneur, on n'est pas des exécutants. Donc, quand je te dis qu'on a full liberté, c'est on a full liberté sur tous les moves qu'on va faire. On gère les comptes, on gère les équipes, on paye les gens. C'est Trop la bien. liberté totale. Donc, donc bien évidemment, tu as toujours ce truc de c'est pas mon projet, c'est pas mon truc, etc. Normal. Mais t'as quand même, franchement, il faut quand même voir aussi l'opportunité business qu'il y a derrière. Je pense pas que c'est la boîte de notre vie, en vrai de vrai, Ok, euh, pour être totalement transparent avec toi. Mais par contre, c'est la boîte à fort apprentissage. C'est la boîte on va dire, qui nous a apporté toutes les opportunités. C'est la boîte qui m'a fait aussi apprendre des choses que je voyais pas et tous des process au final qu'on peut répliquer. Tu vois, j'ai aidé des amis à moi à monter leur SaaS avec tous les process que j'avais appris. Et aujourd'hui, ils font genre entre 3 à 5 cas de MRR, tu vois. Donc, ok, pas mal.
Voilà, c'est pas une question d'ego, je pense qu'il faut avoir zéro ego là-dessus. Mais c'est vrai que tu peux en avoir en tant qu'entrepreneur, parce qu'on reste des entrepreneurs. Il y a des fois, on a de l'ego entre nous, entre Kylian, etc. Parce que bah, ça reste quand même tout son écosystème. Mais, euh, mais ouais, on a une sacrée liberté. Et maintenant, en vrai, au début, on était plus dans une phase d'apprentissage. On faisait beaucoup de calls avec lui, de consulting, etc. Ok. Toutes les semaines, en fait, on prenait des calls et, pour savoir les insights, en fait, parce qu'on était curieux aussi d'apprendre encore plus, encore plus, encore plus. Et quand tu as ça à disposition, surtout que bah, tu prends en compte l'école de consulting de Kylian, ils sont à 400 balles. Nous, on a ça à portée de main, genre toutes les semaines, tu prends un Ouais. call. Et même, tu vois, lui, il nous réservait des calls avec les meilleurs mecs sur LinkedIn, les meilleures grosses, que ça soit sur le marché US, les meilleures grosses sur. Bah, j'avais tout à disposition. Donc au début c'était ça et après bah, c'était plus là on est plus dans une phase où on se partage toutes les insights entre nous, que ce soit des funnels qui marchent, que ce soit du côté stratégique, que ce soit plein de trucs mec, mais genre c'est ça qui est cool, là on est une vraie équipe tu vois. Non, mais ok. Et Ouais, voilà, on a rattrapé le retard on va dire. vous êtes monté d'un niveau, quoi. Ouais voilà on a pris un skills et tu vois on n'est plus les mêmes personnes entre avant et après avoir rejoint Radar, on n'est plus du tout les mêmes personnes en termes Ok. de plein de choses tu vois. Ok. Et c'est peut-être privé, mais l'objectif derrière Radar, c'est quoi? C'est d'aller chercher une revente? Alors l'objectif derrière Radar, déjà, c'est là, on va essayer de taper déjà 100K de MRR en décembre avec tout l'écosystème, parce que là, avec Tapis plus Radar combiné, on a 30K à peu près Ok. donc de MRR. Euh, ouais, l'objectif, c'est pas. Alors, il y a toujours une fin à une histoire, moi, pour moi. Et Kylian, il le dit aussi. C'est pas mon écosystème, mais je sais qu'il y a toujours une fin à une histoire. Mais en fait, tu as toujours un timing. En fait, c'est genre, tu le remarques quand tu dois vendre ta boîte. C'est par exemple, ta boîte, elle est toujours au-dessus de toi. Tu n'es toujours pas assez compétent pour ta boîte. Tu es toujours en retard. Ta boîte prend toujours de l'avance sur toi. C'est trop dur, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu te dis, tu n'as plus rien à faire, tu es trop fort pour ta boîte et tout, bah en fait, au bout d'un moment, tu revends parce que tu t'ennuies. Mais en fait, moi, je suis toujours dans ce truc où chaque semaine, comment je peux faire pour être au niveau de ma boîte? Comment je peux faire pour être au bon niveau? C'est ça le truc. Et c'est pour ça que là, on n'est pas dans un bon timing. Genre, aujourd'hui, j'apprends encore plein de trucs, mais quand tu sais tout, tu sais tout, tu sais tout. Après, bien évidemment, tu sais jamais vraiment tout, mais Ouais. tu as un timing quand même qui fait que tu revends ta boîte. Et comme dirait Kylian, ouais, il y a toujours une belle fin. Après, lui, il avait enfin, une belle fin, une fin à une histoire. Lui, il avait un objectif de revendre sa boîte et tout l'écosystème 100 millions. Euh, donc, ouais, c'était ça un peu l'objectif, je pense, derrière tout ça. Et du coup, Ok. vu qu'on fait l'écosystème, ça prend en valo, donc c'est cool. Et écosystème, il y a combien de boîtes au total de projets dans l'écosystème? Bah là, il n'y a que Radar. Ok. Actuellement. Mais là, il va en avoir deux de plus. Mais il va pas prendre des CEO. Ok. Je crois qu'il va juste les mettre en upsell. Ok. Ok, Donc, incroyable. voilà. En fait, maintenant, on va recruter uniquement des personnes. Par exemple, là, on recrute un head of content. Si on a un au passage, on paye 5K par mois. Donc, et voilà, on recrute un head of content. Et en fait, on va plus recruter sur des thématiques précises. Ok, on a besoin d'acquise, marketeur. Donc là, on va recruter trois dans le mois. Trois marketeurs. Et après, bah, sur la partie sales, si j'ai trop de volume, moi, je peux pas assumer. Bah, sa partie sales. Et après, bref, sur des thématiques précises. Et justement, si on a envie de marketer un SaaS, que ce soit un produit dans Tapis, bah, on va recruter un marketeur pour ce SaaS-là, tu vois. Et Ok. pas plus trop des CEO, tu vois. Ok, grave intéressant. Et bah ouais, non, belle histoire de pivot. En tout cas, ça a dû être assez dur. Vous avez bien dû hésiter, vous posez pas mal de questions, mais Ouais, c'est c'était plutôt dur. intéressant d'avoir cet avis, enfin cette vision des choses en tout cas. Maintenant, on va parler un peu plus du coup de Radar. Au début, Radar, c'était Visitors, si je me trompe pas. Ouais, c'est Visitors. C'est quoi? C'est un rebranding tout simple de nom de. Ouais, c'est un rebranding de nom par rapport au positionnement, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un concurrent à nous, il s'appelle Visitors. Ah, Et du coup, bah, on leur a donné pas mal de clients, tu vois. ah oui, ok. On leur Et, a donné pas mal de clients. et pourquoi ça t'attire un peu à ce milieu de l'analytics? Bah, en soi, il y avait un timing marché, timing produit. Ça, c'est plus une question question business en vrai. Euh, il y a, ça m'intéresse quand même pas mal l'analytics, c'est que ça reste quand même une problématique majeure sur la plupart des cas, que ce soit même pour les agences qui délivrent aux entreprises leurs services pour upsell vers du MRR, etc. Ou même des personnes qui n'arrivent pas à comprendre en fait leur data. Mais en fait, c'est parti d'un truc tout simple, c'est que en fait, il y a un post sur X, il a pété d'un Ok. outil d'analytics qui a fait genre 23 millions de vues à peu près. Ah oui. Et Kylian nous a envoyé directement avec la vision.
Et du coup, on a analysé ce marché. Après, on a commencé à être passionné du produit, à vraiment se passionner aussi à tout l'univers de la data, l'aspect comportemental, parce que nous, on est beaucoup plus dans l'aspect comportemental conversion, qu'est-ce qui convertit. C'est ça notre axe de produit. Et après, bah, développer sur la partie agence, la clarté, avec cet aspect minimaliste qu'on a et qu'on démontre un peu tous les jours, quoi. C'est un peu ça le O- truc. Ok. Et ces questions, tu peux voir que je suis clairement un prospect en face de toi, comme on est une Ouais. agence web avec environ 70 sites. Mais un Google Analytics bien calibré, c'est quel Ouais. avantage que vous avez face à ça? Bah, en fait, aujourd'hui, c'est pas le problème des agences. Le problème, c'est que le prospect, il y a beaucoup de friction à avoir de la compréhension à Google Analytics, même si tu mets des Looker Studio, etc. Ok. Bah, déjà, ça prend du temps et en plus de ça, enfin, ça manque de clarté. Aujourd'hui, ton prospect, pourquoi tu as beaucoup de contrats et même j'en ai parlé à beaucoup de. Bah, alors, on a 100 clients agences aujourd'hui à peu près. Ok. J'en ai parlé à beaucoup de clients. Et les gens ne vont pas sur Google Analytics. Les gens ne regarderont pas leur Google Analytics. Aujourd'hui, il n'y a que l'équipe tech qui pourra comprendre ton Analytics que tu vas proposer. Mais au final, le plus important, c'est qu'il y ait une compréhension totale de l'analytics. C'est que le directeur puisse comprendre qu'est-ce qui rentre, qu'il puisse vraiment comprendre les équipes techniques, qu'il puisse comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils font exactement pour qu'il y ait des décisions mineures ou majeures qui se passent. Parce qu'en fait, un bon traitement de data peut te faire gagner énormément d'argent. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui est basées sur la data, que ce soit des décisions mineures ou majeures. C'est ça qui va te donner des réponses à tes questions. C'est factuel, c'est du concret, c'est quelque chose. Et si tu as une compréhension avec une clarté totale, mais vraiment totale de ta data, avec Mm. vraiment quelque chose de minimaliste, avec des beaux widgets, avec savoir l'historique des personnes, quand les personnes elles arrivent, qu'est-ce qu'elles font, les funnels, les différents funnels, etc. Sans que ça soit bah, du Google Analytics Ouais. où quand tu essaies de créer un funnel, bah, tu arrives, tu comprends pas grand-chose. Bah, là, nous, on résout vraiment cette problématique. Et aussi, on a la partie conversion où maintenant, tu peux connecter ton Stripe, tu peux savoir Ok. quel canal te fait gagner de l'argent, qu'est-ce qui te fait. Ouais, c'est quoi en fait le ROI? En fait, c'est ça que tu vends à ton client. Tu vends pas vraiment de la data, mais tu vends aussi qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce qu'on va vous apporter. Et après, tu peux le cross-sell et l'upsell dans plein de domaines. Que ça soit, bah, imagine, tu fais un site web, mais vas-y, il veut du trafic. Bah, peut-être que tu vas faire du SEO, mais par contre, tu vas valoriser ton travail avec ton SEO que tu vas lui faire grâce à de l'analytics. Pourquoi? Bah, parce que tu vas valoriser tout simplement, ok, bah là, ça vient du SEO, vous voyez, Mm. on vous a rapporté 2K en SEO. Et bah là, ta LTV, elle est énorme. Enfin, en tout cas, ta LTV, elle est beaucoup plus grosse. Et même si tu as une compréhension de la data, ta LTV, elle est plus grosse. Ok. Donc la promesse entre guillemets de Radar, c'est d'augmenter les revenus de tes clients, quoi. Ouais, c'est vraiment sur la partie conversion. Et du coup, pour les agences, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent revendre en marque blanche notre outil. Par exemple, proposer des abonnements à 70 euros, entre 50 et 100 euros par mois à leurs clients. Et nous, on a sur un dashboard, on peut te centraliser jusqu'à 10 clients. Donc, tu fais le calcul, tu vends 50 euros, bah, ça te fait 500 euros par mois. Mais tu payes, genre, ça va dépendre des nombres d'events parce qu'on a un système d'auto-scaling, vu que Ok. c'est par utilisation. Mais ça peut commencer à 19 euros par mois et ça va aller sur vraiment des gros sites, mais genre vraiment ou même des gros volumes, ça peut monter à 100 euros par mois. Mais du coup, tu seras toujours rentable en fait sur ton abonnement, tu vois. Ok. Et du coup, tu me parles pas mal d'agences. C'est ton seul type de client? Ah non, on a beaucoup de software aussi parce qu'on a de la Ok. connexion avec Stripe. Principalement, en vrai, notre ICP, c'est vraiment comme je t'ai dit, les agences et les softwares. Après, on a quelques e-commerçants aussi. C'est toujours intéressant en fait de voir les datas. On a 10 commerçants, ouais. Mais sur les sites classiques, on en a très peu. On en a un peu, mais c'est vraiment intéressant pour les softwares parce que en fait, aujourd'hui, on a aussi la capacité d'identifier quelqu'un quand il s'est connecté par exemple à un onboarding. Ok. Et en fait, tu peux voir en fait combien de fois la personne elle vient. Et en fait, tu peux faire plein de trucs parce qu'on a une API, ce qui permet de, quand tu as identifié une personne, elle revient 3 fois sur ton site, ça t'envoie une alerte, tu peux l'appeler. Le mec il est sur du free trial, tu bookes un call et tu le convertis. Donc, tu vois, tu as plein de data, de trucs. Et c'est pour les SaaS founders, c'est incroyable. Et pareil pour les agences, je sais pas, ils ont un formulaire de contact ou un book funnel. Ils peuvent identifier les personnes qui sont déjà opt-in. Et souvent, tu oublies tes prospects dans ton CRM, ou peut-être que ça part au grenier, ou des mecs qui sont inscrits il y a un an mais qui reviennent que maintenant. Et ben, tu peux voir le nom, prénom de la personne et la scraper, je sais pas, avec l'Emlist. Tu fais un funnel comme Ok. ça sur LinkedIn, l'appeler, c'est une entreprise. Ok, vous avez porté un intérêt, tac, on se cale un call, tu la close. Tu vois. Ok. Et comment vous faites le tracking? Enfin, Alors, c'est tracking d'identification, c'est uniquement quand une personne elle va s'inscrire à quelque chose, va mettre son nom prénom quelque part. Donc nous, on vient juste, grâce à un script d'identification, sous-traiter cette data et te la réafficher. Nous, on est RGPD, tout est anonymisé par défaut avant d'être stocké en Europe. Mais bien évidemment, si tu as envie de réafficher la data de ces personnes-là,
tu peux, c'est ton plein gré, nous on n'aura pas accès à ces data-là. Rien n'est stocké, tout est anonymisé de notre côté. C'est juste toi, tu vas l'avoir dans ton historique. Parce qu'en fait, on a un onglet historique où tu as l'historique journalier de toutes les personnes qui sont venues. Tu peux voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme action, quel intérêt il a apporté. Et là, on est en train de mettre une features où même juste au script classique, tu peux voir quelle entreprise a visité ton site. Vu que c'est pas une personne physique, en fait, Ouais. ça va identifier l'entreprise grâce à du scrapping un peu plus complexe. Mais du coup, tu vas pouvoir voir combien d'entreprises visitent ton site, retarget sur LinkedIn potentiellement. Et c'est là où tu vas avoir beaucoup de closing avec des funnels précis. Ok. Donc Et voilà. bah, ouais, bah, beau produit, je testerai bientôt. Vas-y. Pour parler un peu de l'acquisition et le scaling de Radar, tu as annoncé du coup 1600, si je me trompe pas, dollars de MRR au début de l'année, Ouais. non, il y a quelques mois. Ça venait d'où exactement? Alors, nous, on n'avait pas de produit. Il faut savoir, en fait, on avait une stratégie qui est très très simple. C'est que le playbook aujourd'hui SaaS, il est simple, c'est qu'au niveau de l'acquise et au niveau de tout, comment vous allez construire, c'est vision, comme je t'ai expliqué, la distrib et le produit. Nous, on a fait ça. Et en fait, ce qui était très simple, c'est que nous, on vendait des offres de pré-lancement qui permettaient en fait aux personnes de bénéficier d'une offre sexy, entre guillemets, à l'année, qui payait 300 euros par an. Ok. Et du coup, ce qui fait que, franchement, cette offre-là, elle a explosé. On a fait genre 20K, un peu plus de 20K sur cette offre-là en termes de cash flow. Euh, et c'est comme ça que ça a démarré. Et Ok. après, en fait, tu as d'autres process, il y a eu d'autres enjeux, c'était un peu ralenti. Là, on est en train juste d'activer des choses, mais il y a eu d'autres enjeux. Là, pour l'instant, on reste sur le funnel classique avec du coup, principalement le lead magnet funnel avec bien évidemment du retarget sur du call call plus rendez-vous. Ça, c'est un bon funnel, mais tu as aussi le funnel Reddit qui permet aussi de. En fait, Reddit, c'est assez compliqué. Enfin, ça prendrait beaucoup de temps à tout expliquer, mais en gros, on perce pas mal sur Reddit, ce qui permet de convertir ces personnes grâce à du call DM en message pour faire beaucoup de masse et pour les convertir. Il y a ça, après là on est en train de scaler, donc ça permet de... C'est-à-dire qu'on est en train de recruter des créateurs LinkedIn qui vont en fait Ok. répliquer mon lead magnet, tous les lead magnet winners, ils vont les poster. Donc là on en a 10, là ça va s'activer, là dans la semaine tu vas avoir, tu vas avoir plein de créateurs qui vont poster. Et en fait, ça rentre dans le workflow, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont retarget par moi ou par une personne de mon équipe, un sales de notre équipe, qui Ok. permet d'avoir énormément de rendez-vous. Et après, on va être plus sur une base de mass market. Là, on est en train de faire une strat aux US qui permet de ramener énormément de volume sur le site. Donc, principalement, on est sur ça, mais la stratégie des créateurs, là, je pense que ça va vraiment nous faire péter. Et surtout, du coup, ça va être que des tickets entre 200 300 euros par prospect. Donc, ouais, on est sur un truc comme ça. Je pense que l'objectif, en fait, on n'arrête pas ce funnel tant qu'on ne fait pas 1500, 2000 euros par jour. C'est un peu ça l'objectif. Là, pour l'instant, on est à quelques centaines d'euros par jour. On est en train de faire ça progressivement. Alors, je ne pourrais pas te dire exactement parce que là, je ne suis pas sur mon PC, enfin en mode, je ne suis pas Mm. enfin, j'ai pas accès au Stripe parce que c'est Mathias qui a accès au Stripe, mais je ne pourrais pas te dire exactement, mais on est à 30 ou 40% de croissance par mois à peu près. Euh, Surtout que là, c'est combiné, il faudrait que j'enlève radar plus tapis, etc. Ouais. Vu que c'est combiné les deux, mais ouais, franchement, on a une bonne croissance. Mais voilà, les funnels en soi, ils sont simples, hein, ça paraît tout con en vrai. Et en fait, il faut juste trouver un peu le hack qui vous fait péter. Je pense que une magnète, c'est le meilleur moyen aujourd'hui. Après, ça s'adapte pas beaucoup à pas beaucoup de niches. Enfin, ça s'adapte à pas beaucoup de niches pour que ça soit hyper dopamine énergique. Mm. Mais en soi si vous faites des bons lead magnets qui attirent vraiment des bons prospects, vous avez un bon objectif derrière de dire ok, moi je vais attirer par exemple, des personnes qui ont un site internet. C'est très très simple d'attirer que des personnes qui ont un site internet. Tu as le SEO, le copywriting, t'as trop de trucs à faire. Mais du coup, ouais, nous on est plutôt sur cette target là. Et en gros, ouais, c'est que du sales, hein. En fait, faut pas s'arrêter tant que vous n'avez pas 10 appels dans la journée. C'est ça, en fait. Ma target, c'est d'avoir 10 appels dans la journée. Et grâce à ça, il faut mettre les inputs en funnel sur LinkedIn. Mais sur Insta, ça ne nous rapporte pas grand-chose, hein. Ça nous Ok. rapporte très très peu. En vrai, même si on a 15K sur Insta, la plupart du temps, ça nous rapporte aller un ou deux clients par mois. Mais Ah oui. sur Insta, c'est plus de la personal brand. Et on est plus sur des leviers plus sur les events, sur les workshops, tu vois, qu'on va faire payer aux gens, etc., pour donner des insights un peu sur les différentes stratégies de SaaS, tout simplement. Donc voilà, c'est plus dans cette direction-là qu'on va, quoi.
au niveau du. Eh ben écoute, tu m'as parlé de Reddit. Moi, je Ouais. connais pas forcément Reddit. Je connais LinkedIn, je connais Insta où ça fait pas longtemps. Reddit, est-ce que c'est un bon levier pour toi en France pour toucher les fondateurs? Non, pas en France. Ok. En France, c'est totalement mort. Aux US, ouais, c'est fort. En France, c'est mort. Peut-être que je parle trop vite ou quoi, mais pour l'instant, en France, c'est pas du tout aware. Les gens sont pas aware du tout. C'est très bien, on va dire, pour le JO à la limite, mais Ok. euh, pour moi, c'est les US 100%. C'est là où tu vas toucher de la masse, c'est là où tu vas faire beaucoup de volume. Si tu veux faire vraiment beaucoup de mass market et du trafic, c'est US 100%. Genre, les gens sur Reddit en France sont pas du tout actifs. Ok. Et du coup, là, vous développez déjà l'US. Ah Vos oui, clients oui, non, mais actuels, là, c'est la c'est déjà France des. ou- Ah non, non, on a des clients US, hein, on en a beaucoup, Ok. hein. On en a beaucoup. Ok. On en a pas mal. Ouais, ouais, non, franchement, c'est. Non, franchement, les US, c'est vraiment bien. En vrai de vrai, les Reddit, ça nous rapporte beaucoup, beaucoup de clients. Ok. Et LinkedIn, parce que vous faites, tu t'avais dit que tu faisais entre 30 à 100 cas par semaine d'impression environ. Est-ce que Ouais. tu as un conseil comme ça à donner sur LinkedIn pour pas, pour toucher en tout cas sa cible et faire tout simplement du business avec ce levier? Ouais, bah moi, c'est le conseil que je donne à pas mal de monde. C'est qu'en fait, la création de contenu, de base, faut le voir comme un funnel de vente. Mm. C'est qu'aujourd'hui, tu as plusieurs étapes. Tu as plusieurs étages. Bon, il y a peut-être des gens qui sont aware de ça, mais tu as le top, le middle, tu as le bottom. C'est un peu le funnel de base de la création de contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, sur X, sur Reddit. Et en fait, aujourd'hui, tu n'as pas de communauté. Donc tu dois faire quoi? Tu dois faire beaucoup de top. Quand je parle de top of funnel, c'est entre le top et le middle pour attirer des gens. Donc on parle bien évidemment des lead magnets, où tu vas attirer des personnes pour avoir de la masse, de la matière. Une fois que tu as ça, tu as le middle. Le middle, c'est fait pour éduquer des personnes, mais plus sur la partie expertise. Qu'est-ce que la proposition de valeur? Tu vas donner de la valeur aux gens. Ça peut être, moi je donne beaucoup de valeur sur les SaaS, sur le sales, Ok. beaucoup de conseils, etc. Ça, c'est vraiment important pour monter en fait dans l'autorité, l'échelle d'autorité de tes prospects. Tes prospects aujourd'hui, ils te voient là parce que tu fais beaucoup de top of funnel, mais demain, ils vont te voir là et en fait, ils vont rentrer dans le filtre. Et après, la dernière étape, c'est l'éducationnel. C'est la partie où tu vas vraiment dire, bah, par exemple, qu'est-ce que tu dis, comment toi, par exemple, tu as délivré un client qui a gagné, je sais pas, qui a fait 30% de conversion sur son site grâce à la Ok. structure Winoble, si je dis pas de bêtises, si je le prononce bien, tu vois. Oui, noble. Winoble, Winoble, Winoble. Voilà, comment ils ont fait 30%. Qu'est-ce que tu dis? Tu as aussi la partie éducationnelle. Aujourd'hui, bah, c'est bien de passer par l'IA pour faire un site internet, mais au final, les gens ils crament vite, ils sont déjà aware de ça, ça sert à rien. Le design il est dégueulasse, etc. Passer par une agence, tu vois. Et si vous voulez vraiment un site quali, écoutez, ça, ok. Et en fait, c'est un système, c'est-à-dire que là, tu vas avoir 500 personnes qui vont venir du top, après, tu vas avoir 50 personnes qui vont venir du middle, et après, tu auras genre, allez, 10 personnes qui vont se faire éduquer, et là, ce sera des prospects potentiels. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce qui m'a fait percer sur LinkedIn, c'est pas vraiment les lead magnets, c'est Ok. pas vraiment, enfin, c'est ça qui m'a fait péter factuellement, mais c'est pas vraiment ça, en fait, au final, avant ça, j'avais déjà activé un truc, c'est d'arrêter de donner de la valeur bullshit. Moi, si tu regardes sur mon LinkedIn, je donne tous les insides, tous mes secrets, tout ce que j'apprends, je donne tout gratuit. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que les gens restent sur la recul de dire, bon, j'ai un funnel qui marche, je vais pas le donner, parce que bah, ils vont recopier et que il va plus marcher. Et que les gens, en 0,001% des gens vont exécuter. Il y a juste une fois, j'ai donné le funnel lead magnet. Bon, là j'ai donné toute la vidéo YouTube. J'ai aussi donné comment j'ai appelé les personnes. Bon, là j'ai un peu peut-être abusé au niveau de la value, mais c'est des personnes, ils ont répliqué, mais ils l'ont mal fait, tu vois. C'est des personnes qui le font mal. Je donne toutes les insights, je donne le, euh, le, le quoi faire, mais pas le comment faire. Et en fait, il faut donner beaucoup le quoi faire, essayer de dire, bah voilà, j'ai fait ça, 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 je donne beaucoup de value, arrêtez de dire des trucs bullshit comme, je sais pas, après il y en a plus trop maintenant sur LinkedIn, mais je veux dire, des entrepreneurs qui ont changé la vie grâce à une discussion, c'est faux, tu vois, genre il y a plus de discussion qui te fait changer une vie. Genre, et il y a beaucoup de bullshit, et tu vois, moi j'ai une brain, et je me suis construit une brain sur LinkedIn, qui, Ok. bah, quand moi j'aime pas un truc sur LinkedIn, je dis, ton truc c'est de la merde. Et en fait, il y a des personnes, c'est beaucoup de. Bah, tout le monde se suce un peu entre eux, tu vois. Genre et ça, je peux comprendre parce que bah, au final, les gens ils vont liker, etc. Mais moi, il y a un mec, il affiche quelqu'un par exemple, je prends l'exemple d'un mec, il a affiché quelqu'un sur LinkedIn en disant oui, il m'a envoyé ce message, etc. Je sais pas quoi. Je lui dis, mais mec, ce post, il te rapporte combien de prospects, il te rapporte combien d'argent ce post? Genre, il sert à quoi ton post?
Et tu sais, il m'avait clashé et tout, je sais pas quoi. Moi, ça me fait rire. Mais parce qu'en fait, même les gens qui me disent, ouais, le motion, il est trop beau là et tout. Mec, ton motion, moi, je payerais même pas pour ça, tu vois. Et en fait, il faut, c'est bien ou pas bien de faire ça, mais il faut quand même se créer une brand et te se dire, t'es pas d'accord avec tout le monde. Sinon, t'es ennuyant et tu fais pas de la croissance. T'as pas ton avis, t'as rien de tranché et t'es toujours là dans le bullshit, etc. à dire. Il y a un truc qui m'a fait percer aussi, c'est de rajouter un élément à chaque fois sur la photo. Ok. Aujourd'hui, les photos de base sur LinkedIn. Putain, attends, il y a mon frère qui m'appelle. Attends, tac. Les photos de base sur LinkedIn, ça marche plus, à part les filles, genre les meufs, etc. Je sais que, bah, je sais pas, enfin, D'habitude. c'est factuel, mais il y a que elles qui percent sur LinkedIn, juste avec une photo d'elle dans le miroir ou un truc comme ça. Aujourd'hui, ça marche plus. Il faut toujours rajouter un élément. Ça m'a fait péter, genre vraiment, vraiment, Ok. ça a bien, bien marché. Et voilà, en vrai, c'est les seuls conseils que j'aurais à donner, c'est d'être un peu tranchant sur les avis, de pas toujours rentrer dans le sens des gens et d'avoir quand même son avis, même si euh, ça peut être vu comme de la critique, mais pas critiquer, juste dire c'est de la merde, etc. Mais dire, écoute mec, je pense, je kiffe pas trop la DA. Moi, j'aurais peut-être vu peut-être un truc un peu plus fluide ou un truc comme ça. Voilà, avoir quand même son avis en restant quand même professionnel, on reste sur un réseau pro, mais quand même avoir son avis. Et, euh, et voilà, donner beaucoup de value sur les différents formats. Je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que je pourrais donner. Et voilà, c'est ça un peu le playbook, hein. Je reviens un peu sur le visuel que tu as dit parce que c'est assez drôle. Même nous, cette semaine, là, j'ai essayé sur mon compte de mettre plein de visuels, de messages, juste avec des ronds rouges, des flèches rouges sur les messages. Ouais, des trucs comme Au ça. final, j'ai fait une semaine à 70K impressions. Ouais, mais ça marche Euh, trop. Vraiment, les visuels, ça jouait énormément. Avant, je mettais des photos où j'étais en train de Ouais, bosser, ça j'étais le en train, fait. j'arrête. Ouais. Faut toujours Mais mettre ouais, des petits visuels, tu vois. Moi, tu vois toujours une photo derrière, un schéma, ouais, des n'importe. petits. Quand Ouais. Ouais, des petits trucs derrière, tu vois, je fais avec Canva, c'est hyper simple. J'enlève le background, je fais copier-coller, je passe en second plan et c'est tout, tu vois. Ça marche vraiment bien et je trouve ça hook en fait. Le hook visuel, il est trop important. Ok. J'ai fait ça pour les deux autres invités, je le ferai à chaque podcast. Si tu peux me faire ta mind map d'acquisition actuelle pour Radar, donc de A à Z, comment tu obtiens tes clients, canal par canal. Canal par canal, bah Alors, un Instagram, peu dans le gros, hein, une mind ouais. map. Ouais, bah Instagram Story, Ok. lien direct, en soi, il n'y a pas à se casser la tête. Ok. LinkedIn, lead magnet funnel. Reddit, écosystème Reddit slash masse de commentaires slash DM process DM. Ok. X, building public slash DM call DM. Ok. Et après, c'est principalement que du sales. Donc, Ok. quand je parle de sales, je parle de lead magnet funnel, mais quand je parle de lead magnet funnel, après là, je suis allé dans les grandes lignes, hein. Ouais. Mais voilà, c'est à peu près ça la mind map en vrai. Ok. Il y a du nurturing derrière avec une newsletter. Non, pas encore. En fait, nous, on a beaucoup de. Il y a zéro nurturing, on prend zéro opt-in de mail. Zéro opt-in de mail, ça soit dans les lead magnets. C'est pas un Ok. lead magnet, enfin, c'est pas un vrai lead magnet, c'est de la ressource gratuite qu'on va donner. Mais en fait, c'est un lead magnet parce que les gens me connaissent en fait quand je leur donne le lead magnet. Mais il n'y a pas on va pas retarget les personnes en mail, etc. Nous, en fait, on a beaucoup de volume de personnes qui vont s'opt-in, qui vont s'opt-in à notre SaaS, qui vont peut-être pas aller jusqu'au bout. Et après, on a du market intra-product, qui permet en fait de les target par mail, où ils reçoivent des séquences mail par rapport à leur ICP. Par exemple, imagine, toi, tu arrives sur le SaaS, tu dis que tu es une agence, tu t'es arrêté au moment où tu as dit que tu étais une agence, bah, tu vas recevoir plein de case studies sur les agences, plein de trucs et on récupère beaucoup de clients comme ça. Donc après, ça, c'est le market intra-product. Donc c'est un autre funnel aussi. Mais Ok. Et bah, ouais, très cool. Je t'ai posé la question pour Reddit. Pareil pour X. Franchement, je ne m'y suis jamais aventuré. C'est plus US. X et US, ouais. Ouais. X et Ok. US. Après, en France, ça marche aussi, mais Moins. X, nous, ouais, on préfère faire le go-to-market sur la partie US direct. C'est un bon levier en tout cas. Mathias, il est meilleur que moi sur X. Moi, j'ai pas trop tenu sur X parce que bah, du coup, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup de temps, X, en vrai de vrai. Parce que en fait, c'est basé sur des interactions, donc c'est basé aussi sur le nombre de commentaires que tu vas faire dans la journée, etc. Bref, c'est un peu plus compliqué quoi. Ok. Et pour parler un peu des objectifs en quelques lignes d'acquisition et même de MRR pour Radar, c'est quoi en 2026? 2026, 100K de MRR. Et en termes d'acquisition en soi, ça dépend ce que tu appelles acquisition en soi, c'est-à-dire acquisition
genre, tu veux dire le nombre de clients payants? Ouais, même le nombre ouais, d'users, même gratuit, payant. Ouais, en vrai, si on peut taper les 2500 clients payants, tu vois, ça c'est un très très bon objectif aujourd'hui. Et on est en train de mettre des choses en place pour. Aujourd'hui, tu vois, on prend à peu près, genre, peut-être, je sais pas, 500 users par jour. Enfin, même sur Tapit, ils prennent 2000 users par jour à peu près. Ok. Donc ouais, ça commence à être pas mal. Et aussi, ah oui, je t'ai pas dit, aussi, t'as le market dans le produit qui est le fait que les gens ils switchent entre Tapit et Radar, tu vois. Ok, oui, ouais, il y a vraiment une stratégie dans le groupe. Ouais, Que oui, Tapit. Ok. ça Du upsell, coup, quoi. Tapit vous ramène régulièrement des prospects. Ouais, ouais, ça nous ramène pas mal de prospects et des gros clients, même des plus grosses agences que tu peux voir, pas comme, je sais pas, l'agence Short, les trucs comme ça. C'est les mecs qui sont clients, quoi, de Radar. Ok, ok, ok. Incroyable. Et comment tu fais pour les gens, un entrepreneur, ça a énormément de dashboard, d'analytics, etc. Comment tu vas les convaincre que c'est pas juste un dashboard de plus et que votre promesse sera tenue, quoi. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de dashboards. Mais en fait, le truc, c'est que ça centralise beaucoup de choses et du coup, ça Ok. rajoute beaucoup moins de friction. C'est-à-dire que aujourd'hui, leur dashboard Stripe, nous, on a la fonctionnalité Sales qui permet de voir en plus de ça combien d'argent leur rapporte un canal pour voir un peu le ROI. Donc là, on va vraiment deep un peu sur les sujets limite, on peut aller jusqu'à la vidéo, combien tu as rapporté cette vidéo. Donc là, on va vraiment en profondeur sur les différentes datas. Et en Ok. fait, c'est pas un dashboard classique parce qu'encore une fois, on a vraiment l'aspect comportemental. Et ça, c'est vraiment cool dans le sens où on peut voir par utilisateur l'historique des utilisateurs et de voir quand on clique sur quelqu'un qui a payé, factuellement, qu'est-ce qu'il a vu. Et ça, tout centralisé dans un outil de manière hyper claire, minimaliste, sans friction et sans perdre de temps, quoi, tout simplement. Donc on respecte un peu notre mission. Ok. Eh ben écoute, très bien. Je pense que tu as bien expliqué le produit Radar. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ça. Non, franchement, si vous êtes une agence, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Non, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs investissements sur une agence que vous pouvez avoir. Et on a beaucoup de clients qui sont contents, donc c'est cool. Ok. Bon, bien sûr, il y aura le lien dans la description pour ceux qui veulent tester l'outil. Bah écoute, j'ai fini un peu les questions sur le produit. Maintenant, c'est à vous d'aller le tester. À refaire un peu différemment. Pour toi, est-ce que tu as une décision que tu as pris beaucoup trop tard? Une décision que j'ai prise beaucoup trop tard. Ça Elle fait est perdre pas du temps. facile, elle est pas facile cette question. C'est vrai que je me suis. Après, on dit toujours, je me suis. Voilà, je se lançais un peu trop tard. Après, c'est vrai que je me suis lancé très tôt. En fait, c'est la décision que que j'ai faite trop tard, c'est d'avoir trop de crainte sur, comme on en a parlé au début, sur l'investissement sur moi, sur l'investissement sur mes compétences en sales, sur l'investissement sur pas mal de choses, mais aussi les décisions que j'ai pas prises assez tôt, c'est de me mettre dans la merde sur la partie mettre de l'inconfort, de dire vas-y, moi j'avais reculé pas mal de choses sur la partie call call, j'étais pas du tout à l'aise, surtout sur la première startup où j'ai passé vraiment, je passais 200 call call par jour. Ah oui. C'est sûr que on va dire, j'ai pas mal, on va dire, retardé cette décision et c'est un truc que j'aurais dû faire plus tôt, même bien plus tôt. Et ça, c'est des décisions voilà, qui arrivent aussi avec la maturité, avec pas mal de choses. Mais voilà, c'est à peu Ok. près ça. Sinon, j'ai pas de grosses décisions en vrai, que j'ai pris trop tard, quoi. En vrai, j'ai toujours été un mec qui exécutait, qui prenait des risques, donc ça va. Ok. Et du coup, tu y as un peu répondu, mais la décision que tu es plutôt fier d'avoir pris très tôt, c'était quoi? Alors, la décision que. Alors, ouais, en vrai, c'est pas facile, hein, pareil, mais la meilleure décision de ma vie, entre guillemets, ou c'est la meilleure décision que j'ai prise le plus tôt possible. De ta vie, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Ok, de ma vie. De toute ta vie. En vrai, le meilleur move qu'on ait fait, hein, c'est de rejoindre Kylian Ok. pour l'aspect apprentissage, au-delà du projet, en vrai, pour dire, hein, au-delà du projet, au-delà de tout ce qui l'entoure. C'est vraiment l'aspect de l'investissement sur soi, en fait. C'est les meilleurs moves que j'ai fait, c'est à chaque fois quand j'ai dépensé de l'argent sur mes compétences. Et j'ai à chaque fois vu un ROI qui est énorme, mais genre énorme. Et les gens se rendent pas compte de ça. Genre, le marché français est pas du tout ouvert de ça. Et, vas-y, je vais pas remettre sur le plat, mais ça, c'est vraiment le meilleur move que je conseille à tout le monde et que j'ai fait très tôt. En vrai, j'avais 17 ans, j'ai investi 4K dans un accompagnement. C'est le truc que j'ai fait.
quand j'avais 4K sur le compte. J'ai mis 4K, genre voilà. Et après, j'avais de l'argent de côté, mais parce que du coup, pour Skills et tout, il fallait bien, fallait bien sortir de l'argent. Mais du coup, ouais, c'est de l'investissement et de ne pas reporter toujours les choses à demain et d'être dans l'exécution. Moi, on va dire, c'est d'avoir cette mentale-là en tout cas et de prendre du recul là-dessus. Ça, c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie en tout cas. Donc, je Ok, suis trop plus bien. fier. Ok. Et ben un peu les dernières questions avant la petite interrogation de 60 secondes. Pourquoi tu... Alors non, j'ai une autre question avant ça. C'est que pour l'instant, peut-être Radar, ça se monte énormément sur du personal brand, sur vos comptes, etc. Pour faire une boîte, on va dire, revendable, il faut se détacher de ça. Ça va être quoi un peu la stratégie Bah, en vrai ouais, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas vraiment. Enfin, en fait, je suis pas vraiment d'accord sur le fait que, en vrai, nos clients, ils viennent pas du tout principalement pour nous, mais plus pour la solution. Avant, Ok. peut-être qu'en early stage, on va dire, quand on faisait des offres de prélancement, là, c'était plutôt de la confiance et pour nous. Ok. Mais enfin, en fait, on a des grosses agences. Genre, on a des tickets qui sont entre, allez, le panier moyen, il doit être à 100 euros par mois. Ok. Des personnes, alors que notre abonnement, il commence à 9 euros par mois. Mais du coup, on n'a pas trop de prosumers, on a vraiment du B2B, genre vraiment pur et dur. C'est-à-dire que j'ai signé beaucoup d'agences qui font des millions. C'est pas pour mes beaux yeux hein, qui Ouais. signent hein, le contrat. Non, non, en vrai de vrai, c'est pas pour notre brand. Comme je t'ai dit, Instagram, c'est principalement notre brand. Euh, mais oui, il faut se dissocier de sa marque. Je pense que c'est vraiment important. Et encore une fois, on a beaucoup de clients qui viennent à droite à gauche, que ce soit beaucoup de funnels LinkedIn, mais c'est pareil, c'est quand je les target, les personnes, elles me connaissent juste d'un lead magnet, ils vont pas payer pour mes beaux yeux. Moi, je sais que, imagine, je te connais, tu me proposes ta solution, genre, je vais pas payer pour toi, je vais payer par rapport à ce que tu vas m'apporter, à la transformation, au mécanisme, etc. Tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de brand qui se fait aussi oui, bien évidemment pour le founder. Il y en a Ok. beaucoup, beaucoup. Mais non, là, on n'est plus trop sur cette DA. Skilly, c'était le cas. Là, non, c'est plus trop là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut se dissocier. Je pense que c'est vraiment important parce que sinon, tu dois revendre avec une IA de toi ou je sais pas. Mais ouais, la valo, elle prend un coup, quoi. Tu dois vendre ton image. Ouais, non, non, mais c'est ça en vrai, hein, c'est assez compliqué. Et tu vois, comme des boîtes comme dans l'infoproduit, comme du Matisse Cloué, des choses comme ça, bah, ça se valorise, mais enfin, ça se valorise très mal, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça se Ok. valorise très, très mal. Et les dernières questions. Pourquoi tu fais tout ça et c'est quoi vraiment la fin de ton parcours d'entrepreneur, ton rêve? Mon rêve, mon rêve en vrai, en fait, au début, j'avais pas trouvé de why profond, de Ok. why, etc. Mais là, on est rentré dans une phase où, moi, mon but, c'est d'impacter, d'inspirer les gens enfin, de marquer un peu cette terre dans ce milieu entrepreneurial. Et avec mon frère, un peu d'être reconnu, tu vois, comme les deux frères un peu qui ont vraiment cette mentalité-là et qui ramènent ça en France. Ça, c'est mon rêve, qu'on puisse monter tu vois, ça soit même je sais pas, de faire des énormes events, tu vois, qui n'aient jamais été vus. Tu vois, on a toujours essayé de faire des choses qui sont différentes que de la mentalité française. C'est pour ça qu'on essaie de faire des gros events sur Paris. Tu verras, je pourrais t'envoyer, mais là, il y a une vidéo qui va sortir, je pense, ce soir ou demain. Ok. Genre, l'event, c'est un truc de fou. On essaie toujours de surpasser les codes. Et un jour, on fera un truc qui est totalement différent. On a une vision. Bon, on peut pas trop la dire, etc. Parce que je sais que ça va s'exécuter, mais on veut garder cet effet de surprise. Et notre brand va prendre un coup. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Mais dans quelques mois, ça va prendre un coup. Tu verras. Mais ouais, notre objectif aujourd'hui, c'est plus l'impact qu'on a sur les gens de motiver, que ce soit les gens, etc. Même si aujourd'hui, il y a quand même cet aspect entrepreneur aussi, où moi aussi, je dois me construire, bien évidemment, mais impacter, genre, c'est vraiment ça mon goal dans la vie. Bien évidemment, tu as l'argent, tu as le statut. Il y a aussi une partie de statut, mais c'est vrai que d'impacter, d'inspirer les gens, de faire des trucs grandioses, en fait, et d'impacter vraiment la terre, tu vois. Putain, genre, ça, c'est vraiment mon goal, tu vois. Ok. Eh ben, écoute, bonne réponse. Je pense que tu as bien clôturé toutes ces questions. Est-ce que avant de passer au flash 60 secondes, tu as des choses à rajouter? Moi, non, en vrai, ça va. Franchement, mec, c'est complet. En vrai, même toutes les questions que tu m'as posées, c'est des questions tu vois, on m'a jamais vraiment posé ces questions-là, tu vois. Ok, Donc c'est donc cool. plutôt réussi. Ouais, plutôt réussi, en vrai, plutôt réussi. Ouais, je suis content que tu me dises ça. Non, vraiment. Eh ben écoute, pour bien finir, je te propose flash 60 secondes. Vas-y. Tu dois répondre
Putain, ça c'est dur. Par, ouais, tu dois répondre très rapidement et après on enchaîne. Vas-y, vas-y. Donc allez, c'est parti. Flash 60 secondes. Et je Attends, dis je oui refais. et non. Je dis oui et non. Alors, c'est pas oui ou non, c'est. Tu vas voir. Ok, ok. Putain, c'est Allez, stressant. et ben, c'est parti. Google Analytics ou radar? Ah, radar. Skillies, erreur ou passage obligé? Passage obligé. Travailler avec son frère, avantage ou danger? Avantage. Kylian Khalifa en un mot. Euh, obsessionnel. Ok. Le canal le plus sous-coté? Reddit. LinkedIn ou Reddit? Ouais, ah, LinkedIn ou Reddit. Ah, ouais, c'est 100K MRR en 2026, rêve ou plan? plan. Ok. Ton plus gros doute en ce moment? Ah, c'est pas facile, hein. En vrai, je doute pas trop, hein. Je doute pas. Ok. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de toi en un mot? Hmm, je suis un exécutant. Enfin, j'exécute, vitesse d'exécution. Je suis pas un exécutant, mais tu m'as compris. Genre, je suis dans la vitesse d'exécution et je suis un craquito, moi. C'est le mec qui a trop confiance en lui. Non, 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 je suis beaucoup dans l'apprentissage. Et très, voilà, j'exécute vite en tout cas. Ok. Eh ben, écoute, je trouve que c'est le bon mot parce que j'allais clôturer sur ça. Ce qu'on retient de toi, c'est, j'ai envie de dire vraiment la vitesse d'exécution. C'est assez rapide, tu as des stats assez rapides, tu changes de stratégie assez rapidement, même avec ton frère, bah, c'est vraiment, ouais, vous êtes vraiment dans la vitesse, dans l'exécution, d'aller à fond et d'implémenter. Donc c'était plutôt intéressant de te poser toutes ces questions. En tout cas, c'était C'était cool, hein. en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Si les gens te regardent actuellement, ils peuvent te trouver où? Ils peuvent te contacter où? Bah, Grégoire Chaplon sur LinkedIn. Après, il y a chaplon.mg sur Insta, sur TikTok également. Et voilà, c'est principalement là-bas. Ok, et bah, je mettrai tout en description. En tout cas, merci pour votre écoute. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao!